Salut tout le monde et bienvenue dans Ce film est trop petit pour nous deux, aujourd'hui consacré à Dune 2, sorti le 28 février 2024, réalisé par Denis Villeneuve. On va en parler en long, en large, d'abord sans spoil et ensuite dans une rivière de divulgachage pendant autant de temps qu'il faudra, parce qu'une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux. Ton sang à toi vient de ducs et de grandes maisons. Ici, on est tous égaux. Alors, chères auditrices et chers auditeurs, vous avez dû être un peu surpris en voyant qu'on sort un épisode sur un film qui a moins de 30 ans. Oui, parce que en fait, on est tous très très fans de Denis Villeneuve et qu'on a projeté tous d'aller voir le film dans les jours de sa sortie. Donc, on s'est dit, tiens, faisons une émission spéciale sur ce réalisateur et sur ce film qu'on adore. Donc, on s'est dit, banco Lolo, quoi. Banco Lolo. Ça se dit, ça? Excuse-moi. Ah oui, ça se dit complètement. Moi, je l'ai jamais dit, mais je vais peut-être commencer à l'envisager sérieusement, parce que là, ça a déjà un effet sur moi qui est quand même assez dingue. Et donc, vous l'avez entendu, j'ai l'insigne honneur d'être accompagné par le chatoyant Thibaut. Oh, coucou, je chatoie ce soir. En même temps, c'est vrai, je suis extrêmement... Salut. Moustachu, tu es extrêmement moustachu. Oui, je suis très moustachu, c'est vrai. Et le soyeux Thomas, qui est toujours aussi... Du coup, soyeux. Bonsoir tout le monde. Oui, je soigne également. Je soigne et je n'ai pas... J'ai une moustache, elle est dégueulasse, mais non, voilà, t'as une barbe, toi, dis pas de conneries. Non, oui, j'ai une barbe, mais cette moustache, ça veut rien dire. Mais tu as ce qu'on appelle une anti-Adolphe. C'est-à-dire que vraiment... Oui, c'est ça. En fait, je moustachu, pense que je suis tellement profondément contre l'extrême droite que du coup, cette petite mouche sous le nez refuse de pousser. C'est beau. Ou peut-être que tu es un maître de tai chi, et ça, personne ne le sait. Peut-être aussi. Ah. C'est peut-être les deux en même temps. Oh. Oui, c'est vrai que ça Ça on peut être un peut truc à être faire. dans Ça le peut être un scénario qui pourrait être intéressant à développer. Un maître tai chi qui combat les nazis. Pensez-y. Probablement jamais fait, en plus. C'est pour moi, Thibaut, si un jour t'as pas d'idée pour un scénar, Hop, prends, c'est pour moi. cadeau. C'est Bah, écoute, merci, c'est très gentil. Je te créditerai quand même, on n'est pas des bêtes. On n'est pas les bêtes. Alors, pour les tirs au flanc qui n'ont pas encore vu le film, on va parler sans spoil dans une première partie, et après on lâchera les chevals et on vous dira tout. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, notre ami Thibaut va nous faire un bref résumé du premier épisode. À vous. T'as une petite faim? Regarde dans ta poche et prends un pitch. Eh bien écoute, ce sera avec plaisir. Donc pour effectivement ceux qui n'ont pas vu le premier film, mais qui écoutent un podcast sur le deuxième... Ce qui n'a aucun sens. Déjà, Ça salut. n'a aucun sens. Ouais, non, ça n'a aucun sens, mais du coup, Oui. dites-nous en commentaire, qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Ça m'intéresse énormément. Voilà, vraiment. Mais du coup... Il y a des ressorts scénaristiques étranges dans vos vies. Exactement, votre existence est un twist. Et ça, en tant que scénariste, j'apprécie énormément. Le mec se dit scénariste, c'est toujours pas le cas. Allez, on va donc revenir sur Arrakis. C'est la planète, le théâtre, en gros, de l'histoire de Dune, autant le premier que le deuxième. C'est une planète extrêmement hostile, à peu près autant qu'un congrès du Rassemblement National, évidemment à peu près, j'ai pas les chiffres, mais c'est à peu près ça. Mais sur cette planète, on y trouve ce que l'on appelle l'épice, c'est globalement du pétrole. Voilà. Sur cette planète, il y a la famille Harkonnen qui a la charge en gros des opérations et de tout le bénéfice qu'il peut y avoir autour. Mais finalement, l'empereur de l'univers et de la galaxie, Strasbourg incluse, décide de lui retirer son jouet et de le confier à la famille rivale qui n'est autre que la famille Atréide, en la personne du duc Leto Atréide, qui était incarné par Le magnifique Oscar Isaac. Oscar Isaac. bien joué, un point, tout à fait, bravo. Il y aura peut-être des petites questions comme ça, soyez prêts. Je vais m'attendre. Est-ce que tu es capable de réciter le casting qui est un des castings les plus longs de toute l'histoire du cinéma? Mais pas du tout. La petite Smala donc en ménage. Impressionnant. Et du premier coup en plus. Je fais vraiment de mon mieux, c'est-à-dire que je taffe mes sujets, je vous le rappelle. Les Atreides emménagent dans le désert, donc les Harkonnen n'ont pas facilité leur accès à ces nouvelles fonctions, donc ils ont un petit peu saboté les opérations et ça se passe pas hyper bien.
Et donc je vais la faire courte parce qu'on a parlé d'un bref résumé. Il y a une trahison du médecin de famille. Le duc Oscar Isaac se fait tuer. C'est son fils Paul qui doit reprendre le flambeau et devenir duc, mais bon, c'est un peu tôt. Et en plus de ça, il y a un coup d'état généralisé qui empêche les choses de se dérouler comme prévu. Les Harkonnen donc reprennent la baraque Manu Militari. Ils tentent de mettre fin à la lignée entière des Atreides en allant laisser crever Paul et sa maman, Dame Jessica, la Bene Gesserit, on y reviendra, au milieu du désert un petit peu hostile, ma foi, de Arrakis. Manque de peau, elle est turbo balèze et son fils, c'est un élu globalement. Donc, Mais pas un élu de la République. Non, c'est pas du tout. Non, ce n'est pas le maire de Bondy, quoi. Ce n'est Voilà, pas c'est ça. le maire de la communauté de communes, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est plutôt plutôt comme Néo, mais Oui, pas Néo Pichard Luc, qui est le maire de Melun. Non, ni Luc Pichard, d'ailleurs le fils du maire de Melun. Non, sa sœur. Oui, pardon. Oh là là, pardon, excusez. Non, voilà, c'est un élu de type prophétie et compagnie. Du coup, ils s'en sortent et ils finissent par être recueillis par les personnes les plus classes du monde, le peuple du désert, des espèces de guerriers chamans aussi mystiques qu'imbutables qu'on appelle les Fremen. Et donc le film s'arrête sur la promesse de cette nouvelle partie de leur vie et la découverte plus en profondeur de cette nouvelle civilisation dont on avait entendu parler, mais que l'on découvre là réellement. Voilà, vous connaissez tout. Juste une petite question, parce qui là pour le coup me brûle les lèvres. On est d'accord que vous deux, moi non parce que je sais pas lire, mais vous avez lu le livre. Absolument. En plusieurs occasions, ouais. Donc ça veut dire que pour une fois, on va parler de quelque chose Oui. dont on a lu le livre. Pas moi, parce que je ne sais oui. pas lire, mais vous. Oui. Eh ben c'est champagne. Mais le jour où on parle du Hobbit, les gars, on va être tellement C'est vrai, là oui, pour le coup oui. Là, Ouais, du coup, oui, c'est parce que Dune, à la base, c'est un des grands classiques de la SF des années 70 de Frank Herbert. Et c'est une série extrêmement longue, une série plutôt longue de 7 bouquins, qui a été finie par le fils, mais il me semble que ça va jusqu'au 7e, ouais, la maison des mers. écrit par l'autre, jusqu'à la Maison des Mers. Et ouais, c'est une série absolument incroyable, mais ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui peut rebuter pas mal de spectateurs, c'est que c'est de la SF assez intello. Oula, oui. C'est pas du space opéra, c'est très dans le ressenti, c'est très dans le dialogue. Et puis il y a des gens qui arrivent à mêler les deux détestations, à savoir de la politique dans un film et de la science-fiction. Donc du coup, il y a des gens qui sont rebutés. Mais ceux qui aiment ça se pourlèchent les babines. Oh oui. Donc du coup, les amis, vous êtes allés voir le film, vous avez vu ça dans une belle salle, j'imagine, pour ma part en IMAX. Toi, Thibaut ? IMAX VO, effectivement, un véritable bonheur. Ouais. Ouais. Comment t'en es ressorti de cette séance ? Écoute, j'avais 2 mots. C'était cataclysme et choc, tout simplement. Ah. Et voilà. Ah, c'est ce qui a marqué sur les affiches. C'est vrai ? mince. Je crois. Ouais, il me semble. Ou non, colossal et choc, je crois quelque chose comme ça. Oui, oui. Ben, je l'ai publié sur Instagram avec mon compte, avec mon compte Cinébad Pitch. Je l'ai publié sur Instagram, donc allez suivre Cinébad Pitch d'ailleurs. Et donc oui, je pense que c'est normal que Télérama, je crois aussi, s'est emparé du commentaire pour le pour le partager sur en double page. Tu es un faiseur de tendance. Hein. Bah, On sait. ma foi, je vais pas vous mentir, c'est un peu le cas. Et toi, Thomas, comment t'en es sorti ? Bouleversé. Ah, bouleversé. Ouais, non, j'avais, comme qui dirait, le sifflet coupé. Ça m'a, en fait, tu sais, cette sensation d'avoir vu quelque chose que je pensais pas un jour vivre au cinéma. Vraiment. Ah ouais. J'ai eu, et ce que j'ai dit à ma fille, qui était avec moi, donc j'étais avec ma femme et ma fille, en sortant, je lui dis, tu vois, ma poulette, dans une trentaine d'années, tu diras à tes enfants, oui, je l'ai vu, j'y étais. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Comme ceux qui ont vu l'Empire contre-attaque sont sortis en disant, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas vu quelque chose qui, voilà, j'ai eu ce sentiment-là. Ouais, parce que c'est un truc que j'ai entendu être évoqué par certains critiques, c'est que c'est certes un très grand film, mais qui ne le voit pas traverser le temps comme d'autres films l'ont fait. Moi, je pense qu'il se gourre complètement. Ah, parce que ton avis à toi, c'est quoi du coup ? Enfin, c'était quoi ton impression en sortant, toi, Bertrand ? Moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable, mais à vrai dire, j'ai été plus impressionné par le premier que le deuxième. Ça m'a fait l'effet Communauté de l'Anneau et les 2 tours, quoi. Ah ouais. Ouais. Ok. D'accord. Mais après, il y a des choses incroyables. Mais après, c'était dans le programme, il y avait des risques pour moi que ce soit moins spectaculaire le deuxième. D'accord. Voilà. Et du coup, pour toi, Thomas, commençons par Thomas. Est-ce qu'on surpasse ? Est-ce qu'on égale ? Ou est-ce qu'on est en mode Kwisatz Haderach Pour moi, on surpasse, mais à savoir, j'ai vu le film samedi après-midi et j'ai re-regardé le 1 vendredi soir, donc j'avais vraiment enchaîné les deux à quelques heures, on va dire. Pour moi, ça surpasse parce que au
niveau des costumes, de beaucoup de choses. Comme alors, j'ai vu un article il y a pas longtemps où ils expliquaient à quel point en fait le premier Dune était une sortie confidentielle parce qu'à cause du Covid, de beaucoup de choses, en fait, il est un peu sorti. Alors pas confidentiel, mais il est pas sorti en grande pompe. C'était pas quelque chose de très attendu par le grand public d'avoir Dune qui arrive. Par le grand public, j'entends. Il y avait beaucoup d'aficionados et de fans de SF, nous compris, qui attendaient de revoir un Dune depuis celui de David Lynch, surtout, en ce qui me concerne. Mais du coup, quand il est sorti, en fait, il a eu des reports. Voilà, c'est un film qui a eu du mal à sortir. Là, pour le coup, on attendait quelque chose de grandiose et pour le coup, on sent que là, ça y est, les portes étaient ouvertes et que Denis Villeneuve faisait vraiment ce qu'il avait envie de faire. Et je trouve que d'entrée de jeu, et là, je spoil rien du tout, la première scène, quand on voit donc les costumes, ces tout premiers costumes là, ces soldats noirs improbables là avec l'espèce de casque en hauteur, d'entrée de jeu, j'ai été happé par l'ambiance SF absolument incroyable et qui m'a plus du tout lâché jusqu'à la fin parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est cette SF intelligente. C'est pas, alors j'ai aucun problème avec la SF un peu plus bourrin, mais là, ouais, tu sens que, comme je te dis, et puis on sent qu'il aime ça, quoi. On sent que, voilà. Donc pour moi, le 1 est déjà dans les étoiles, le 2, c'est le soleil. Voilà. Et toi, Thibaut? La sensation que j'ai eue immédiatement en sortant de la salle, c'est de me dire, en fait, le 1, c'était une miette. Et là, je viens vraiment de voir la miche de pain. Et c'est une belle miche artisanale, les gars. Je vais pas vous mentir. Là, on est sur un truc où tu comprends, en fait, pourquoi le 1 prenait autant son temps. Tu comprends pourquoi il caractérisait ses personnages de cette manière. Pourquoi il mettait l'emphase sur tel ou tel élément. En fait, tu comprends en regardant le 2 où il voulait en venir, en faisant le 1 de la manière dont il l'a fait, en mettant l'accent sur les éléments qu'il a choisi de mettre en avant, parce qu'on reviendra un petit peu là-dessus. Mais une adaptation d'une œuvre littéraire aussi gigantesque, c'est forcément une histoire de renoncement et de choix. Oui. Comme Le Seigneur des Anneaux l'a été, comme toutes les sagas ont pu l'être, les grandes sagas en tout cas d'adaptation littéraire. Et Dune n'échappe évidemment pas au processus. Il y a un parti pris derrière. J'ai regardé une petite interview de Denis Villeneuve où il parle vraiment de son parti pris et tout ça, et que je trouve très intéressant et très dans l'air du temps. On y reviendra aussi. Mais là, de voir l'ampleur qu'a pris le film vis-à-vis du premier, j'ai trouvé ça démentiel. Pareil, en tant que casting, il s'est lâché à fond. Et puis ouais, comme Thomas parlait de en gros la direction artistique du film m'a fait me dire pendant tout le déroulé de mon visionnage, putain, ça fait longtemps que j'avais pas eu un smile collé sur la tronche ça fait combien de temps qu'un film m'a pas proposé autant d'éléments qui vont rester gravés dans ma rétine à ce point-là. Et vraiment, ça faisait très très longtemps. J'avais plus les chiffres en tête non plus, mais ça faisait très longtemps. Thomas, qu'est-ce que tu voulais dire ? Je voulais juste rajouter, du coup, pareil, j'ai vu une interview de Denis Villeneuve. C'est un projet au long cours pour lui. En fait, il a commencé à storyboarder le film à 14 ans avec son meilleur ami. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il a envie de faire depuis extrêmement longtemps. Et en gros, Dune, c'est un projet qui passe de studio en studio depuis des années et des années, et personne n'arrivait à se lancer vraiment là-dessus parce qu'effectivement, surtout, voilà, c'est un gros morceau, il faut avoir le talent. Et donc voilà, c'est vraiment un projet au long cours. Et donc j'ai vu une interview pareil où il disait que donc cette histoire de storyboarding pardon, et que il a en fait, quand ils ont écrit le film, ils se sont rendus compte à la fin du scénario, de la rédaction du scénario du 2, apparemment l'idée globale c'était mon Dieu, on a créé un monstre. Apparemment ils se sont dit, est-ce qu'on va être capable de mettre ça en scène, tout ce qu'on a écrit. Donc je pense que c'est un pari réussi, mais voilà. Et toi Bertrand, du coup, ton point de vue que tu nous as déjà plus ou moins donné, si tu veux étayer un peu. Après, moi je le trouve absolument époustouflant, et puis en vrai je retourne le revoir samedi, donc c'est absolument énorme. Mais après, en fait, le premier était extrêmement lent, donc ça permettait à Villeneuve de faire tous les trucs qu'on peut adorer chez lui, des plans extrêmement longs, des trucs extrêmement iconiques avec beaucoup de mise en scène. Le deuxième est beaucoup plus efficace et beaucoup plus classique, il y a moins de folie.
Mais sincèrement, moi, là, tu parlais de l'armure des soldats Harkonnen. C'est absolument sidérant ce que c'est beau, ce que c'est C'est intelligent. exactement le premier élément qui m'a fait me dire ah ouais putain c'est vrai qu'on n'est pas dans un film classique là. Oui, et puis en plus, il a l'art du casting parce que je sais pas vous, mais bon, moi, Dune, c'est une œuvre que j'adore depuis toujours. Mais à chaque acteur, déjà, pour le premier, je me disais, mais non, ça correspond pas. Et puis quand tu vois le film, tu dis, c'est merveilleux. Et là, le deuxième commence sur l'empereur, donc qui est joué par Christopher Walken, et Ouais. sa fille. Rien que de le voir lui c'était incroyable. Ouais, et sa Ouais, juste de voir Christopher Walken. Déjà. Et sa fille que je trouvais pas très raccord non plus avec la princesse Irulan. Et premier plan, pas une parole, pas un dialogue. Et c'était déjà parfait, quoi. C'est Villeneuve, quoi. C'est Villeneuve. Et franchement, moi, il y a des scènes qui, pour moi, ont été vécues comme des purs cauchemars, vraiment. Mais vraiment comme des choses que tu vis la nuit, pas un cauchemar façon film d'horreur, mais des images d'une puissance incroyable, quoi. Ah oui. Voilà. Carrément oui. Il y a des films, tu sors du cinéma, t'as passé un moment super. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Star Wars 8. Puis au bout d'un quart d'heure, tu commences à t'énerver un peu. Au bout de 24 heures, tu te dis, mais est-ce que je me suis pas fait avoir ? Et puis il y en a d'autres, tu sors du film, tu te rappelles plus de 3 plans et au bout d'une semaine, tu te rappelles plus de rien. Au bout de 2 ans, tu le revois à la télé, tu mets 20 minutes à te rendre compte. Et puis il y en a qui grandissent tout au long des semaines, des mois et des années. Et vous, ça en est où pour toi, Thibaut ? Est-ce que c'est un film qui grandit ou pas ? Alors oui, en fait, c'est un film qui ne m'a pas lâché pendant les 48 heures après son visionnage. Je l'ai vu le mercredi de la sortie. Donc je suis celui qui l'a vu il y a le plus longtemps, je crois, de nous trois. Et non, mais pour le coup, c'est un film qui continue à m'habiter à sa manière. Et ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'envie de retourner voir un film au cinéma une deuxième fois. Et c'est clairement ce qui va se passer pour celui-là. Donc voilà, oui, c'est un film qui continue de me posséder autant par encore une fois, la sensation dont je parlais tout à l'heure, en fait, elle va être, je pense, très présente dans les débats. La sensation de putain, ça fait longtemps qu'un film m'a pas vraiment proposé des trucs qui vont rester en moi longtemps. Et celui-là, clairement, c'est sûr et certain que déjà, je le ressens. Il y a des plans auxquels je pense tout le temps, des designs de vaisseaux, de costumes, une scénographie. Je sais que voilà, il y a certaines scènes particulièrement initiatiques, on va dire, qui vont rester gravées très très longtemps et que je trouve exceptionnelles de mise en scène. Et j'ai hâte en fait de voir comment le film va vieillir, surtout après un deuxième visionnage. Mais en fait, à la base, je voulais le revoir le week-end suivant mon visionnage premier. Et en fait, je crois qu'il était trop tôt et j'ai renoncé à ce projet-là pour attendre un petit peu plus tard. Et toi, Thomas ? Moi, pareil. En fait, quand je vous dis que j'en suis sorti bouleversé, c'est pas du tout une image. Hein. Mais pareil. Voilà, en fait, j'en suis sorti, je pouvais plus parler, je pleurais, vraiment, mais je savais pas, c'était pas. Alors, la fin, sans spoiler ou autre, a quand même un aspect un peu tristouille, mais voilà, en soi, après voilà, je ne pouvais plus parler. J'ai dû mettre une bonne quinzaine de minutes avant d'être capable de parler comme ça, parce que voilà, quand je dis que voilà. Mais après, comme Thibaut, effectivement, le film me vit en moi. En fait, j'ai un besoin de le revoir. Déjà parce qu'en plus, il m'a provoqué une sensation que je pense c'est peut-être l'une des premières fois. Et ça m'a fait bien plaisir, c'est que déjà la BO est absolument dantesque et Hans Zimmer a prouvé qu'il était encore capable de faire de la musique et pas juste suivre un cahier des charges où il y a écrit Hans Zimmer dessus. Et bah tu vois. Et en fait, je sais pas vous. Alors je sais pas si c'est parce que moi du coup j'étais pas en IMAX machin. Chez moi, on n'a pas beaucoup on a un cinéma CGR somme toute assez classique, voilà. Et je sais pas si c'était un effet voulu par le réalisateur ou si c'est mon cinéma qui a généré cet effet, mais qui du coup fonctionnait de dingue. Quand tu as des très grosses basses, notamment avec les Chayaloud, tu as t'as des énormes basses et tu avais l'image qui crée des vagues. Ah. Voilà, je pense que c'était pas voulu, Non. mais t'avais vraiment l'effet comme si t'avais jeté un caillou au milieu de l'image et l'image, et du coup ça donnait un truc. Voilà, tu sentais t'avais ce sentiment que le Childhood est tellement puissant qu'il arrivait à en faire vibrer le cinéma. Voilà. Ouais. Et du coup, juste ça, en fait, je trouve qu'il y a les basses, les chants, l'ambiance globale visuelle, mais l'enrobage musical et sonore,
pour le coup, m'a transpercé et j'ai envie de revivre ça. Je ne vais jamais voir, ou extrêmement rarement voir 2 fois un film au cinéma. Je pense que celui-ci, j'y retournerai. Mais comme tu dis, pareil, j'ai besoin de le digérer parce que je ne sais pas si j'aurai la foi de me le, entre parenthèses bien entendu, me le réinfliger tout de suite. Oui, parce que ça reste un voyage émotionnel quand même, le film. Oui, c'est Donc, ça, il tout à fait. faut être accord pour pouvoir le ramasser, le truc, ouais. Oui, parce qu'au-delà du blockbuster, c'est un film extrêmement bien écrit Ouais. par un vrai metteur en scène et un vrai scénariste. Donc, je trouve que c'est agréable à suivre, autant qu'agréable à regarder, autant qu'agréable à écouter. Ouais, parce qu'on peut pas juste se dire que c'est adapté d'un livre, donc forcément l'histoire sera mieux. C'est bien adapté. On en parlera un peu plus tard parce que Exactement. Thibaut, tu as lu et moi je connais vraiment l'histoire à fond. J'avais peut-être lu dans mon adolescence 2 fois l'intégralité et j'ai relu les 3 premiers livres après avoir vu le premier film. Donc vraiment, on en parlera plus tard. Mais oui, c'est vrai que c'est époustouflant. Pour ma part, je me suis retenu d'écouter ou de lire toutes les critiques qui sortaient parce qu'à vrai dire, c'était le sujet du mois. Bah ouais. Mais j'ai trouvé là pour le coup, en général, bon, ça touche pas trop à la vision du film. Et là, j'ai entendu des critiques intéressantes sur les défauts du film et de mettre le doigt sur ce qui m'a dérangé dans le film, ça m'a permis de percevoir plus précisément ce que je trouve absolument sidérant dans ce truc-là. Et il y a certaines personnes qui disaient oui, enfin bon, on peut pas dire que Dune c'est absolument génial parce que le travail est bien fait. Mais non, justement, le travail est bien fait. Et le travail est bien fait tant d'un point de vue scénaristique que d'un point de vue mise en scène, que d'un point de vue DA, que l'acting est très bon. C'est un genre de film que malheureusement Hollywood ne produit plus tôt, quoi. Plus trop. Ouais. Souvent le travail est un peu rushé sur certains bouts et là on peut pas dire ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait. À part des petits écueils, mais de toute façon c'est obligatoire sur un projet aussi gigantesque. C'est ça, et je pense qu'il fallait un projet de l'ampleur de Dune qui a déjà été traité de différentes manières par le passé au cinéma pour qu'on permette à un film comme ça d'exister. Si ça n'avait pas été Dune, si ça n'avait pas été un film qui a donc déjà été repris par Lynch, etc., je pense qu'on n'aurait jamais... Et puis, donc il y a eu le film de Lynch, il y a eu un téléfilm et il y a eu le film avorté de Jodorowsky. C'est-à-dire que le truc, il est vraiment protéiforme, le projet Dune. Et si ça n'avait pas été Dune, on n'aurait jamais, je pense, permis qu'un film aussi fou... arrive en fait sur les écrans. Oui, Thomas. Je sais pas, tu penses parce que en soi, tu te dis que le Seigneur des Anneaux, la Warner prend quand même un pari de fou Oui, et mais c'était finalement il y a 20 ça ans. fonctionne. C'était il y a... Oui, mais je veux dire c'est que C'était tu New Line penses Cinema, vraiment c'était que pas Warner, c'était un New studio Line, qui pardon. était pas si énorme que Mais- ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu crois que le fait que ce soit Dune qui est réputé impossible à adapter, le studio est suivi, alors qu'en soi, on voit ce que Ralph Bakshi en avait fait à l'époque du Seigneur des Anneaux. Tu te dis que là, c'était pareil, c'était réputé absolument impossible à adapter. Je sais pas, je vois pas, je sais pas si ça vient spécifiquement du fait que ce soit Dune ou si justement il y a eu un moment où les planètes se sont alignées. Il y a eu un peu de ça, hein, parce que je sais qu'en gros, le projet du film a commencé à voir le projet du film par Villeneuve, a vu le jour à partir du moment où Legendary a récupéré, a racheté une brouette de droits, dont ceux de Dune. Et là, en gros, il y a une productrice qui vient de là-bas qui a contacté Villeneuve pour lui dire a priori, tu es sur le projet de Dune, ben on l'a, donc si tu veux, vas-y. Et c'est là que ça a pu commencer, je crois que c'était en 2017, ça. Hein. D'accord. Là, du coup, ça me permet de rebondir. J'ai commencé par ça en disant qu'on adorait tous Villeneuve à tel point qu'on aurait pu faire un épisode sur Premier Contact. Ça aurait été une idée. possible, mais ça aurait été. Est-ce que Est-ce je voudrais me poser en avocat du diable? C'est une blague qu'on fait souvent. Et là, je me dis que c'est aujourd'hui, il faut qu'on explique cette blague parce que voilà. Est-ce que je peux me permettre de vas-y, Thomas, l'expliquer? s'il te plaît. Voilà. En fait, sachez qu'il existe un épisode 0 qui a été enregistré et on était tous tombés d'accord sur le fait de faire Premier Contact, qui est selon nous un des autres chefs-d'œuvre de Denis Villeneuve. Malheureusement, il y a eu un problème audio qui fait que l'épisode n'est pas écoutable. Donc il n'est jamais sorti. Mais voilà, sachez que si on fait des références à Premier Contact, l'épisode existe. Malheureusement, vous ne l'écouterez probablement jamais ou sur un bonus DVD, mais comme vous achèterez jamais de DVD, vous ne l'écouterez jamais. Fort heureusement, on n'en voilà. sortira jamais.
Exactement. Et voilà, à savoir que donc vous voyez déjà en fait pour vous dire quand même de base quand même la passion qu'on a pour Denis Villeneuve, c'est que instinctivement pour nous trois, ça a été évident de commencer par Premier Contact, qui est un chef-d'œuvre. Si vous l'avez pas vu, vous arrêtez tout de suite l'épisode, vous allez voir Premier Contact, vous retournez voir Dune. Vous faites 2-3 courses pour ce soir parce que je crois qu'il fallait du lait, il me semble, il manque des Et de croquettes la farine le pour chat. ce week-end. Vous revenez, vous donnez des croquettes au chat, vous vous asseyez et là hop vous reprenez l'épisode. Et puis je pense ça. qu'on est bon. Tu peux reprendre. On aime tous passionnément Villeneuve. Toi, Thibaut, qu'est-ce qui fait que t'aimes tant ces réalisateurs? Alors je vais te répondre, mais je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Thomas en précisant un autre petit truc, si vous permettez. C'est que avec Thomas, nous avions déjà parlé de Dune 1 juste après sa sortie dans un autre podcast Tout à fait. qui s'appelle Les Vrais Savants. Voilà, et donc c'est juste pour dire que Dune, nous en avions déjà causé avec les termes les plus élogieux, mais il s'agissait du premier volet. On Donc, mettra pour d'ailleurs te- dans oui. la description, on remettra le Avec lien plaisir. de l'épisode du podcast. On Tout vous à fait. encourage également à aller écouter parce que Thomas est également une personne délicieuse. Absolument, Le vrai, qu'il faudra le vrai Thomas. absolument le vrai Thomas qu'il faudra faire venir. Qui, je Dans ce pense, podcast, viendra hein. faire une petite émission avec nous. Oh bah à mon avis, minimum. Mm. Et donc du coup pour te répondre, qu'est-ce que j'aime chez Villeneuve? J'aime le fait que comment exprimer ça? J'aime le fait que tout ce qu'il touche, il essaie de le faire avec une déjà avec une patte, il a une identité. C'est un gars qui a, je trouve, de suite eu une identité. Parce qu'autant j'ai pas vu son tout premier, je crois que c'était un court ou un long métrage, je me rappelle plus. Celui qu'il a fait juste avant Incendie, qui est Ah oui, Polytechnique. ouais, Polytechnique. non, j'ai pas vu merci. non plus. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu du coup Ah, c'est très Incendie et je crois que je n'ai juste pas vu Sicario et Ennemi. Et je regrette beaucoup de pas les avoir vus, mais j'y viendrai, ça soit des censures et je vous prends, voilà. Mais en gros voilà, déjà il a une identité visuelle évidente. Il a un cinéma qui est je trouve d'une propreté qui n'est pas merde, excusez-moi, je cherche un petit peu mes mots. Il a un style qui est d'une propreté qui est authentique. En fait, je trouve que elle n'est pas artificielle. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et il est sur un cinéma extrêmement esthétique, ce qui moi me parle toujours, évidemment. Mais en plus de ça, dans son esthétisme, il va aussi glisser des thèmes, parce que je le trouve esthétique sans être prétentieux. Et j'aime beaucoup à chaque fois les thématiques qu'il va chercher pour étayer justement son propos esthétique. Et je crois que dans tout ce que j'ai vu, chacune de ces thématiques et la façon dont il les traitait, donc ça c'est plutôt une histoire de scénar, de scénar et également de réalisation, à chaque fois ça m'a parlé d'une manière très particulière. C'est-à-dire qu'un film de Denis Villeneuve finit toujours par m'habiter d'une manière ou d'une autre, en fait. Et c'était déjà le cas pour Incendie qui m'a traumatisé. Je pense qu'on peut utiliser ce mot-là. Prisoners, je crois que c'est celui que j'ai vu le plus récemment avant de voir Dune, et qui est bouleversant de autant d'acting que de thématiques et que d'atmosphère en fait qu'il y a dedans. C'est un film qui, je trouve, est probablement celui qui s'adapte le plus parfaitement à la patte de Denis Villeneuve, justement, autant dans l'endroit où ça se déroule que dans l'histoire que ça a raconté et la façon de diriger ses acteurs et d'écrire son histoire. Je trouve que c'est une espèce de quintessence de l'art de Villeneuve. Et puis son passage à la SF, moi, ça a été ok. C'est ça que je voulais voir. À l'écran pour me raconter de la SF. Donc Premier Contact en l'occurrence et Blade Runner ensuite, que j'ai trouvé assez formidable aussi. Et toi, Thomas? Alors moi j'ai connu Denis Villeneuve. Le premier film que j'ai vu de Denis Villeneuve, c'est Sicario. Et j'ai eu ce sentiment que j'assistais à enfin, il avait déjà fait d'autres choses, mais que j'assiste, parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore. Là, je pense que là, il va exploser, il va rentrer dans le Gotha des réalisateurs. Hein, clairement, c'est le film qui lui manquait. Et il en était pas loin. Là, je pense que cette fois, Ouais, il y Premier est clairement. Contact, il y était. Oui, mais j'entends Gotha, c'est que voilà, il va commencer, je pense, à être cité au niveau des plus grands, parce que. Moi, quand j'ai vu Sicario, je me suis dit, tiens, je crois qu'on tient quelque chose de fou, parce que j'ai trouvé ce film absolument dingue. Et je n'ai jamais vu un film de Denis Villeneuve qui m'a déçu ou déplu. Je trouve que, comme disait Thibaut, il a une esthétique où tu vois instantanément que c'est lui qui filme. Je trouve que tout ce qui est grandiose,
n'est pas forcé. En fait, c'est sa façon de faire, et notamment dans Dune, c'est juste que sa façon de faire amène du grandiloquent, mais c'est parce qu'il le fait correctement, il sait le faire, et il ne cherche pas à le faire. Tu vois, encore une fois, et alors là, pour le coup, je ne cherche pas à troller ou autre, c'est juste parce que c'est vraiment pour avoir une analogie. On avait parlé longuement avec Thibaut de Batman, où je lui disais notamment, tu vois, ce fameux Batman, je trouve que c'est une entourloupe. En fait, il y a beaucoup de plans qui sonnent faux, parce que le réalisateur voulait donner l'illusion qu'il savait faire des plans magnifiques, mais qui souvent ne servent pas vraiment le propos. Tu prends, par exemple, quand on reprend Dune, ou même d'autres, on prend Sicario, ou autre, la scène d'ouverture de Sicario, elle est absolument incroyable. Ou la scène d'ouverture d'Incendie, qui est pour moi voilà. une des plus belles ouvertures de films que j'ai jamais vues. Et quand on prend Dune, mais même Premier Contact, je sais quand on a vu Premier Contact avec Thibaut, on s'est pas reparlé pendant une semaine parce qu'on a pleuré pendant une semaine. Non, c'est quand on est sorti. À chaque fois, tu. Non, mais Premier Contact aussi. Interstellar. On l'avait pas vu ensemble, je crois. Je crois que si. Quand on est sorti, on était dans un sale état. Si. Peut-être. J'en suis à peu près sûr. Je me rappelle que Interstellar. Interstellar aussi, bien entendu, mais Premier Contact aussi. Je m'en souviens. On l'avait vu ensemble et ça nous avait mis. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'en fait, il ne cherche pas à nous entourlouper. En fait, sa façon de faire est. Je pense que c'était un très bon élève. Quand tu regardes les interviews et tout, on voit que ça a l'air d'être un vrai gentil. Et je pense que c'était un très bon élève qui a su apprendre. Et c'est ce qu'il a dit notamment pour Dune. Il a dit que c'était un projet après lequel il courait donc depuis son adolescence, mais qu'il a jamais forcé. En fait, il a dit, j'ai attendu le moment où le projet viendrait à moi. Parce que déjà, il fallait que je sois capable de faire un projet comme ça. Il disait que là, actuellement, il en était capable. Il l'a prouvé. Mais qu'il y a quelques années, il ne l'aurait pas fait. Je trouve qu'il a parfaitement construit sa carrière. Quand tu regardes l'évolution de ses films, tous ses films sont calibrés et il est monté petit peu en gamme. Et comme Thibaut, au moment où il arrive à la SF, quand j'ai vu un Blade Runner 2, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi vous faites ça avec Ryan Gosling, c'est une honte. Non, j'ai trouvé ça incroyable. Je n'ai jamais vu de films qui m'ont plu jusqu'à présent avec Ryan Gosling. Je n'ai pas tout vu, alors, voilà. Mais... T'as pas vu Barbie? Et non, même j'ai pas vu les plus connus, Drive ou ce genre de choses. Je ne les ai pas vus, les films qui ont fait, voilà. Mais c'est pas voilà, j'ai juste pas cherché à les voir. J'ai pas, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, immédiatement, je trouve que Blade Runner est dingue. La photo, elle est incroyable. Tout est dingue. Et je trouve, tu vois, il est capable de tout quand il va chercher Batista dans le premier Blade Runner. Et là, comme il est dans Dune, alors on le sait, Batista, c'est pas le meilleur acteur du monde, mais on voit qu'il fait beaucoup d'efforts parce qu'il en est quand même capable d'être pas trop mauvais. Ce que je veux dire, c'est que c'est un excellent directeur. Et autant il est très très bien dans Dune, mais dans Blade Runner que j'ai trouvé beau mais que j'ai pas spécialement aimé, Bautista, je l'ai trouvé absolument incroyable. Il était parce qu'il le prend en plus vraiment à contre-courant en fait. Il a des petites lunettes, il est un peu vieillissant et c'est vachement bien fait quoi. Et voilà, je trouve que c'est un aussi bon. En fait, c'est ce que je disais. Pour moi, ce film a mis le dernier clou dans mon summum à moi. Pour moi, à l'heure actuelle, clairement, en ce qui me concerne, c'est mon réalisateur préféré. Plus personne ne lui arrive à la cheville. En ce qui me concerne, en tout cas. Non, vraiment. Là, je crois que ça, pour moi, c'est bon. Dune, ça a été vraiment l'aboutissement. Il y a longtemps que je l'aime beaucoup. Là, c'est vraiment, voilà, c'est terminé. Cherchez pas les gars, il y en a plus aucun qui vous arrive à la cheville. C'est terminé. Voilà. Et toi, déjà, il y a un mélange de tout ce que vous avez dit. Pour ce que disait Thibaut, c'est le sens de la mise en scène. Il a un côté très clipper. Tu sais, c'est quelqu'un qui fait des plans très construits, extrêmement iconiques. Comme tu disais, il sait créer des images écrasantes. On le voit dans le premier Dune avec l'arrivée d'un énorme vaisseau qui ressemble à une enceinte dévialée dans un décor complètement démentiel. Et pour autant, ça semble pas être de l'exagération inutile. C'est vraiment à l'échelle de ce qu'il raconte, quoi. Et ce que tu disais Thomas à propos de Bautista, c'est ce qui résume aussi ce que j'adore chez lui, c'est qu'il arrive à représenter les sentiments sans être lourd en fait. Ce qu'il montrait extrêmement bien, c'est la scène du Gomme Jabbar dans le premier Dune, où on a Jessica qui attend son fils qui est en train de vivre une épreuve qui peut le tuer, et elle pleure à chaudes larmes. J'en ai des sanglots là. Et on n'entend rien de ces sanglots. Je trouve ça démentiel. C'est toujours beaucoup de finesse, quoi. Ouais. Il met de la finesse dans ses personnages et dans sa manière de les montrer, quoi. Et c'est ça. Et puis il a cette qualité de direction d'acteur qui fait aussi que entre ses choix de casting et sa manière de les orienter et de les faire jouer, d'aller en tirer des trucs fous, des trucs dingues, parce que cette scène dont tu parles
elle est hallucinante. Mais il y en a tellement des comme ça. Et dans Dune 2, il n'est pas avare en scène anthologique d'acting et de pic émotionnel. Sa direction d'acteur, elle est quand même démente, je trouve, de manière générale. Dans la direction d'acteur, on peut le mettre au niveau d'un Spielberg, quoi. Je trouve. Oui, ouais. Mais je pense qu'il commence à lorgner du côté de la capacité de Spielberg à raconter les histoires. Vas-y. Comme tu disais, Bertrand, en fait, je crois que c'est David Fincher qui disait que réaliser un film équivaut à peindre un tableau à 200 mètres de la toile avec un talkie-walkie à la main et 80 personnes qui tiennent des pinceaux. Et en fait, je trouve que Denis Villeneuve, en fait, c'est la même chose. Il peint un tableau 200 mètres avec 80 personnes, sauf que lui, il fait de la broderie. Je trouve qu'en fait, il est toujours très fin. Tu vois, quand quelque chose doit être triste, ça l'est. Mais c'est jamais appuyé quand quelque chose doit être voilà, je trouve quand il a cette science, notamment je trouve que Premier Contact, pour le coup, c'est un film qui cherche jamais à te faire sangloter, mais le propos de l'histoire te prend te prend à la gorge parce que c'est très bien raconté. Après, il commence son film avec du Max Richter, il cherche quand même un petit peu à te foutre la boule au ventre dès le début. Oui. Après le propos de base ça joue, mais voilà, je trouve qu'il a une sensibilité absolument incroyable que je trouve fascinant. Une très grande élégance émotionnelle. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui fait, je pense, que pas mal de gens ne l'aiment pas du tout parce que justement, en fait, sa manière d'être très léger dans la manière d'exprimer les sentiments et de le mettre en scène assez violemment, parce que tu vois des personnages, leurs sentiments sont exprimés de façon assez légère, tout en étant avec une mise en scène extrêmement grandiloquente. Et il y a des gens qui trouvent ça froid et en fait c'est du prog, voilà. C'est la magie d'avoir des petites choses qui se répètent et qui semblent pas extrêmement complexes, mais qui le sont profondément. Et qui, pour certains, peuvent sembler comme être de l'exagération ou, allons-y, de la forfanterie. Mais pour moi, c'est un mélange idéal et que certains détestent et que je comprends tout à fait. Mais je fais la réflexion déjà dans le 1, même tu vois, il a cette faculté à faire du gigantisme dans le vide. Tu sais, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais je me souviens quand on avait vu Pacific Rim en son temps avec Thibaut, on s'est dit c'est dommage, c'est un film de kaiju, mais à aucun moment on se rend compte que c'est des géants. Et notamment dans le premier Dune, quand ils arrivent, alors ce problème c'est sûr quand ils se battent toujours dans l'eau et haut, t'as du mal à voir le gigantisme. Oui. Et tu vois dans le premier Dune, sachant que à peu près au même moment, excuse-moi, pardon, mais à peu près au même moment, il y a eu Godzilla de Gareth Edwards. Et là, pour le coup, tout était sur le gigantisme. Et là, et tu vois, quand tu regardes de Dune, tu te rends compte en permanence de l'échelle, même s'il ne cherche pas vraiment, alors probablement qu'il le cherche, mais tu as le sentiment qu'il ne cherche pas à te la montrer. C'est juste que l'échelle, elle est incroyable. Dans le premier Dune, quand on voit les Harkonnen qui débarquent, qui sortent de l'espèce d'anus de l'espace, là, tu te rends compte qu'ils sont sur la planète, ils voient des micro-points qui sortent d'un truc, alors que juste avant, ils t'expliquent que c'est un vaisseau qui fait 500 000 tonnes. Et que du coup, t'as un vaisseau de 500 000 tonnes qui sort, qui fait la taille d'une tête d'épingle. Voilà, tu te rends compte instantanément. Et ça, ou pareil, quand ils vont rencontrer c'est une elle est pas biologiste, elle est bio... Dans le premier. Ah oui, Liet Kynes, voilà, quand ils vont c'est l'écologiste, je crois. C'est... L'écologiste, ouais. Oui, ça, elle est l'écologiste. L'écologiste. Et donc, quand la scène où ils sont dans ce qui aurait dû être le poumon vert, ou je sais plus comment ils l'appellent de Dune, ils sont dans cette espèce de grand truc vide. Mais même là, ils filment rien. Et tu te rends compte que le lieu est gigantesque. Et je trouve qu'il est incroyable là-dessus. Il arrive à te donner les échelles juste en sélectionnant correctement ses plans. Et voilà. Je pense qu'il peut tout faire. Je voudrais qu'il réalise mon prochain film de vacances aussi. Ouais, et puis pour revenir sur les sentiments, j'y pensais pas en que t'en parlais, Thomas. C'est l'exemple que je trouve le plus parlant, c'est dans Premier Contact, où on a deux personnages, donc la scientifique qui est le personnage principal, qui est accompagné par un autre physicien joué par Jeremy Renner. Et on se comprend tout à fait que les deux personnages tombent amoureux, mais juste avec deux regards. Il n'a pas besoin de les faire se prendre dans les bras, il n'a pas besoin de leur faire se rouler des pelles, et on ne sait même... Il suggère en 2 plans qu'ils ont été ensemble pendant des années, mais il se limite à ça. Et pourtant, on sait qu'ils sont profondément amoureux l'un de l'autre. Et ça, je trouve ça incroyable. Oui, avec cette fameuse phrase qui t'avait également bouleversé dans le premier épisode, dans l'épisode 0, rappelle-toi, quand elle lui dit j'avais oublié à quel point j'aimais être dans tes bras.
Oui. En plein milieu du film, elle lui dit ça, alors qu'on n'a pas encore les tenants et aboutissants. Et cette phrase absolument superbe. Comme quoi, on peut avoir un accent rigolo et savoir écrire. Ouais, et puis comme tu disais, il a l'air profondément gentil, cet homme. Oui, il a l'air incroyable. Ah oui. Ouais. Et du Si coup- vous nous écoutez, Monsieur Villeneuve, n'hésitez pas à nous appeler, on vous fera une place dans l'émission. Ah ouais, Chez clairement. Thibaut, il y a de Ah la place oui, sur le oui, canapé. oui, Ah ouais, clairement. Franchement, vous Bon, venez, après, ça va être chiant pour lui, on va lui faire un câlin, on va pas le lâcher. Oui. On va lui baver Ouais, dessus. ouais. On va couler, on va juter, et on va transformer en flaque. Oui, moi je vais sécréter, c'est certain. Ce verbe est horrible. Ouais. Et donc, du Oui. coup, on a évoqué sa manière de filmer, on a évoqué sa manière d'écrire, et du coup, sa manière de choisir les acteurs. Parce que ce casting-là, qu'est-ce qu'on en dit? On en dit quand même qu'il y a Zendaya, qui est quand même l'actrice qui est la gamine la plus en vue actuellement. Il y a Timothée Chalamet, qui était déjà en montée et qui là, du coup, s'est construit un truc de ouf. Il y a Christopher Walken, il y a Josh Brolin, il y a le magnifique Oscar Isaac dans le premier film. Il y a l'incroyable Rebecca Ferguson, en qui je ne croyais pas, mais qui est sidérante, Ouais. qui est incroyable. Elle est Il y a démentielle. Jason Momoa Il y a rasé. Il y a Stellan Skarsgård Il y a qui avait déjà Jason Momoa. prouvé à maintes... D'ailleurs, si vous n'avez Oh, pas oui, vu oui. Tchernobyl, regardez-le. Stellan Skarsgård qui est Oui. absolument époustouflant. Il y a l'espèce de... Austin Butler. Oui, tout à fait. Austin Butler, ouais. Austin Butler, le monstre maori qui n'a jamais montré que Jason c'était un Momoa. bon acteur et qui pourtant le montre magnifiquement bien. Bref, casting, Ouais. qu'est-ce qu'on en Et dit? Charlotte Rampling. Charlotte, bon, Charlotte Rampling. Il y a un casting. Ouais, non, il y a un people dingue. C'est des. Il y a Florence Pugh aussi, du coup. oui, tout à fait. Il y a une. Alors, on n'en est pas encore à la partie où on spoil, on le dira tout à l'heure. Ouais. Mais il y a vraiment le casting. Et puis pour le coup, c'est un casting. Javier Bardem. Ah, Javier, on avait On oublié. pouvait pas ne pas le Tu citer. vois, notamment, On pourrait pas ne pas le je citer. sais que quand ils ont annoncé le casting, j'adore le Dune de David Lynch, je l'adore. Oui, Je je fais suis partie de d'accord ceux aussi. qui aiment beaucoup ce film. Voilà. Et je voue une admiration sans borne à Kyle MacLachlan. Oui, on est d'accord. Donc voilà, quand ils ont annoncé Timothée Chalamet, je dis il est un peu lisse, je suis pas fan. Après, probablement que je suis un boomer et qu'on peut plus rien dire. Donc ça a dû jouer dans le fait que j'étais pas ultra pour. Zendaya, c'est un peu pareil à ce côté, on la voit un peu partout. Ça m'a un peu gavé. Mais en fait, comme on disait tout à l'heure, je me rends compte que c'est un excellent directeur d'acteurs. Et donc on en parlera pareil sur la partie suivante, mais notamment sur une scène en particulier où je pense que Timothée Chalamet est passé de vous avez vu, il est rigolo ce petit jeune qui fait du cinéma, vous avez vu, je pense qu'il a un Oscar dans pas longtemps. Ah, non, Donc il y a mais un oui. moment on voit la bascule en direct dans le film, quoi. Et même Zendaya en fait, tu vois, elle a une espèce de mou et de move qu'elle fait un peu tout le temps là, où elle pince un peu la bouche en mode je fais une petite moue. Mais même là en fait, je sais pas, il y a un vrai plus. Alors j'ai pas vu Euphoria où beaucoup disent que apparemment elle est quand même très 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 bonne dans le rôle. Manifestement, ouais. Moi je crois que je l'ai vu uniquement dans les Spider-Man. Mais voilà, je trouve que tout le monde et puis même aller rechercher tous, quoi. Austin Butler que je n'avais jamais vu et que je sais qu'il a fait Elvis, j'ai pas vu le c'était film lui. parce que je trouvais que le casting était bizarre et voilà. Non, mais je disais que c'était lui. En fait, je me demandais si on avait déjà vu ce gars ailleurs. Et en fait, pareil, j'ai pas vu Elvis parce que Baz Luhrmann, c'est non. Mais Voilà. Ah, d'accord. Pareil. Et donc voilà, et lui pareil, je l'ai trouvé absolument non, mais démentiel. ah oui, Ouais, Mais tout. Et en vrai, moi, Il- enfin, c'était, oui, pour revenir exactement le même ressenti que toi, Thomas. Austin Butler, je me trompe pas, c'est bien Fade Ruta, c'est bien ça? oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, quand même, il prend la place de Sting, qui pour moi était l'incarnation parfaite de Fade Ruta dans le bouquin. Et là, il arrive à le surpasser en Ouais. 2 regards, quoi. Bon, Ouais. après, il y a une mise en scène absolument démente putain, dont on parlera après. Ah ouais. Et d'ailleurs, puisqu'on y est, on a fait un petit tour d'ensemble, on n'a pas fait du caca partout, on vous a rien spoilé, on s'est bien retenu parce que c'est un peu notre spécialité. Ouais. Maintenant, on passe en mode berserk. Alors, ceux qui n'ont pas vu le film et qui veulent le voir, allez-vous-en, Voilà. s'il vous plaît. Allez voir Premier Contact. Déjà, Pensez aux croquettes du chat. pensez aux croquettes du Et chat. prenez-moi des serviettes, s'il vous plaît. En ce moment, c'est compliqué. Avertissement. À compter de maintenant, nous allons spoiler comme des gros porcs. Et si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Merde. La direction artistique sur une échelle de La Famille Bélier à 10. Qu'est-ce que tu en dis, Thomas? Alors déjà, j'ai une première question, c'est pourquoi La Famille Bélier? Tu n'as pas aimé ce film? Je ne l'ai pas vu, donc je ne saurais pas te dire, mais... Point de vue direction artistique, on est proche de 0. D'accord, ok. Voilà. Direction artistique absolument incroyable.
je trouve que on en avait parlé, Thibaut, où tu m'avais dit que tu avais des amis à toi qui t'avaient dit qu'ils trouvaient le film froid, le premier. Oui, j'ai parce que ça se passe un très très bon ami qui parlait de cette façon de filmer le désert qui pour lui Voilà. était pas normal. On est dans Dune, on doit souffrir du désert. Là, il est Ouais. plutôt cosy. Voilà, là Voilà. je trouve qu'en fait il a poussé les curseurs de saturation au maximum. Oui. Quand tu es sur Arrakis, il fait chaud, c'est poussiéreux, c'est tout con. Mais il y a un moment, je me suis dit, je regardais le film, je me suis dit, putain, comment ils devaient galérer les acteurs en permanence, ils devaient avoir du sable dans les chaussettes, ça devait être tout à fait terrible. Parce que tu sens que la planète, elle est sale, elle est pas, elle est hostile, elle te veut pas, elle ne veut pas que tu sois là et elle te le fait bien sentir. Donc j'ai trouvé la direction artistique, oui, sur 10, je mettrais 12 milliards à peu près. Et encore plus, donc on en parlait il y a quelques instants, la scène sur la planète des Harkonnen. Melun, je crois. Non, c'est Gedi Prime. Gedi Prime. Voilà, et cette planète avec ce soleil noir qui donne une ambiance absolument. Mais oui. Je ne savais pas, en fait, j'avais pas vu de bande-annonce, je ne savais pas. J'étais sur le cul. J'ai mis du temps à capter ce qui se passait. Mais moi, en fait, j'avais juste vu une image donc d'Austin Butler quand Ouais. il hurle dans l'arène. J'avais vu cette image-là, mais je pensais que c'était une image promotionnelle qu'ils avaient mis en noir et blanc pour la styliser. Pas du tout. En fait, toute cette scène, je crois que j'ai pas refermé la bouche. Vraiment, je devais être. non, mais incroyable. pareil, hein. Je crois que j'ai pas respiré pendant 20 minutes. Ouais, tout à fait. Et après, en plus, ce que je trouve génial, c'est que c'est quelque chose qui est dans le bouquin, que Gedi Prime, c'est une planète, donc la planète des Harkonnen, qui est à côté d'une étoile mourante, qui du coup explique qu'ils soient tous blancs comme des culs, que tout soit noir chez eux, et que quand ils font un événement, en fait, ils peignent tout en noir, ils se peignent tout en blanc, et c'est quand même un réalisateur qui arrive à faire, bon, c'est peut-être que je me branle la nouille là, mais c'est quand même un gars qui est capable de faire une scène en noir et blanc en le filmant en couleur. C'est incroyable. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et Voilà. c'est un noir et blanc Je me d'un suis- tranchant, avec des Ouais. contrastes sublimes. C'est ça. C'est Surtout quand tu sors démentiel. d'Arrakis qui est Ouais, ouais. très dans les tons ocre, jaune, voilà, et puis d'un coup t'as ce noir et blanc qui te casse complètement le truc. Je trouve ça dingue. Et même tu vois les passages où tu reviens sur les plans avec l'empereur, où Oui. d'un coup tu vois c'est fleuri, il pleut et autres, ça casse vraiment. Et du coup quand tu reviens sur Arrakis, en fait tu te reprends un coup dans la gueule sur le fait qu'il fait chaud, que c'est l'enfer. Enfin j'ai trouvé ça. Et qui sont sales. Oui, c'est ça. T'as envie Non, mais c'est qu'ils ça, aillent ouais. sur la planète de l'empereur pour prendre une petite douche. Ouais. Ah, on leur souhaite. Et du coup, ouais, je me permets, hein, si vous avez Oui, terminé, s'il te plaît. sur la direction artistique, moi, je la trouve vraiment, et je vais pinailler un tout petit peu, mais quasi proche de la perfection. Pour moi, que je parlais de plans qui allaient m'habiter pendant très très longtemps. J'en ai qui sont restés, notamment le design du vaisseau de l'empereur. Quand il arrive sur Arrakis, donc pour le dernier acte du film, avec toute la façon dont il est filmé, la façon, bon déjà son design en tant que tel, cette espèce de grande roue en fait géante, je la trouve. L'enceinte des Violets, quoi. Un peu. Voilà, il y a de ça. Mais du coup, ce design est d'une pureté absolument folle, mégalomaniaque comme un empereur peut l'être, mais cet empereur a l'air un peu désabusé. Je trouve que le vaisseau raconte ça aussi un petit peu. Et la façon dont il est mis en scène, dont il est filmé, dont il est cadré, posté au-dessus du palais, tout ça. Enfin, ça fait partie des plans que je garde le plus en moi et qui résument beaucoup de la façon dont le film veut rester gravé dans les esprits. Et pour moi, il arrive très bien. Et puis, d'un point de vue un peu plus micro, on va dire, un peu plus humain, il y a le personnage justement d'Irulan qui, pendant tout le film, raconte sa condition sans jamais en parler. Et tout ça par le biais de ses costumes. Parce que en fait, elle commence avec des costumes assez légers et à chaque nouvelle scène où elle apparaît, j'ai remarqué ça m'a sauté à la gueule. Son costume la recouvre de plus en plus jusqu'à carrément l'emprisonner. À la toute fin du film, elle est emprisonnée dans son costume et En métal, d'ailleurs. en métal. Et quand Paul finit par annoncer de façon unilatérale que ok, ce sera son épouse et tout ça, juste après, sa prison tombe et les barreaux lui font une frange. Et tout le film, tout ce personnage est raconté uniquement par ses costumes dans le film. J'ai trouvé ça pas forcément fin, mais en tout cas extrêmement malin, extrêmement cool. Et ça raconte des tas de trucs sur la suite, sur ce personnage qui aurait pu avoir un rôle plus important, mais en fait, ce qu'elle ne dit pas,
Son costume le dit pour elle, et je trouve que ça fait partie de la direction artistique, et je trouve ça d'une intelligence assez remarquable. Il y a juste, après par contre, quelques CGI des images de synthèse qui m'ont pas toujours convaincu, notamment dans les Ah ouais effets de poussière et de nuages de fumée. C'est surtout ça, où je me suis dit, c'est les seuls qui vont un petit peu vieillir. Le reste est fou. Moi, ce qui m'a choqué, puisqu'on est dans les défauts, c'est le château de l'empereur, justement. Dans la bataille, ils attaquent le château et le truc se plie. Clairement, c'est du gros métal, machin bidule. T'as l'impression que le truc est en tôle ondulée. Oui. Il s'ouvre en 2 secondes et c'est dommage. Mais par contre, à contrario, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure de manière allusive, mais la scène où arrivent les soldats Harkonnen qui descendent d'un vaisseau, qui se posent sur le désert, donc c'est des soldats qui volent, quoi, dans une espèce d'énorme armure noire, dans une espèce de bulle qui leur prend le crâne. Ils sont monstrueux, Ah, les costumes monstrueux. Et pourtant, on retrouve ce qui avait beaucoup choqué les gens quand Star Wars était sorti, la cohérence de la machine. Oui. Leur armure a l'air d'être logique. Et tu les vois marcher sur le sable. Ils voient un ver des sables arriver, donc ils ont peur et ils montent sur un rocher. Et ils passent de marcher à voler de manière extrêmement fluide. C'est d'une beauté et d'une finesse. J'ai trouvé ça sidérant. Exactement. Et tout en même temps, en ayant ce truc dont je vous parlais tout à l'heure, une vision de cauchemar. Ça me glace le sang de voir ces mecs. Je suis entièrement Vraiment. d'accord. Et surtout qu'il y a cette bizarrerie du mouvement. On ne comprend pas quelle est la technologie qui les fait léviter d'un seul coup comme ça. Et pourtant, voilà. Et il y avait déjà des plans marquants dans le premier film, au moment du grand assaut, donc sur le palais du coup Atréide. On les voyait justement atterrir comme ça, et ça fait partie des plans, pareil, qui sont restés gravés en moi. Et ça fait vraiment des plans cauchemars. Je suis entièrement d'accord. Ils sont terrifiants. Surtout qu'en plus, cette façon de l'éviter, Oui. pour le coup, c'est quelque chose qui a l'air d'être commun en plus dans l'univers, parce que donc il y a eux qui l'utilisent, et puis rapidement on se rend compte que plein l'utilisent. Dans le premier, il y a juste les Sardaukar quand ils arrivent en fait en toute discrétion et qui se posent, et voilà. Exactement. On pensait que c'était un truc qui leur était réservé, en fait non. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il y a cette espèce de plan qui change où en gros tu suis, la caméra est placée derrière la tête de ce garde ou ce soldat, avec cette espèce de petit ventilateur qui tourne derrière, où tu sens qu'en gros ils reprennent une technologie Fremen et qu'elle a été vraiment améliorée pour pouvoir survivre dans le désert. Et effectivement, ce changement de plan où en fait d'un coup il dit on s'en va, ils appuient juste sur quelque chose et ils s'envolent et la caméra presque bascule avec eux et on les voit tous monter en formation serrée là, à la queue leu-leu. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'on a l'impression que c'est des soldats absolument invincibles qui maîtrisent totalement ce qu'ils sont en train de faire. Et effectivement, cette scène, mais d'entrée de jeu, moi, elle m'a scotché et je me suis dit, ok, je suis parti pour 3 heures de pur bonheur. C'est ça. Et on retrouve du Premier Contact, je trouve, dans cette esthétique du vol. Dans Premier Contact, il y avait aussi ça dans les moments où la gravité changeait. Oui, c'est vrai. Et il y a cette même façon d'aborder la lévitation de ces personnages. Et qui est ultra marquante, je trouve, vraiment très très forte. C'est vrai. Et du coup, une scène qui t'a marqué plus qu'une autre, en dehors de celle qu'on a évoquée, Thomas ? Moi, là, il y en a 2. Toute la scène donc sur Gedi Prime que j'ai trouvé dingue, et c'est le moment où voilà, je trouve la couleur, le changement à ça là est absolument incroyable. Je trouve toute cette scène est folle. Même si elle arrivait de Léa Seydoux, qui était une actrice avec qui j'ai beaucoup de mal, et au final, non, là pour le coup, elle est pas. Géniale. Voilà, elle va dans le moule en fait, elle est bien dirigée, elle rentre parfaitement dans le moule. Mais toute cette scène m'a vraiment flingué. Et ensuite, forcément, la scène où il prend la parole devant le concile, on va dire, de Fremen, et qu'il leur fait comprendre que bon, maintenant ils vont peut-être se détendre parce que c'est lui qui commande. Pour moi, c'est le moment où il est passé dans la catégorie Académie des Oscars. Hein. Clairement, c'est le moment où il a montré que c'était un incroyable acteur. Mais je pense vraiment la scène qui m'a le plus marqué de toutes celles-ci, et encore plus, c'est la dernière. Toute la scène où en fait il explique qu'il va épouser la fille de l'empereur, avec Zendaya derrière en fait qui se déconfie. Voilà, toute cette scène en fait a vraiment été pour moi le moment où tu sais la bouteille s'est remplie et tout a débordé là. Et là j'ai eu du mal après à tenir. Et pour moi vraiment c'est la plus marquante parce que c'est comme on disait, ils ne cherchent pas à faire des histoires d'amour ou autre. Là, elle est très organique en fait. Elle fonctionne leur histoire parce que c'est écrit en gros qu'ils doivent être ensemble, et de la façon dont c'est fait, c'est cohérent et c'est pas forcé. Et là, en fait, c'est le moment où justement où tu sors du fait que c'est pourquoi alors que c'était logique, tu sais. Et la façon dont c'est fait, j'ai trouvé ça très joli, et du coup la fin m'a profondément sculpté. Après, clairement, le film pour moi est une énorme scène que j'ai aimée.
Et toi, Bertrand? Moi, je viens d'en parler. Cette scène-là, t'as raison. La scène devant l'ensemble des Fremen. Et en plus, cette scène. Et une scène aussi, bon, un petit peu moins marquante, mais que je trouvais très intéressante dans la manière de raconter l'histoire. Parce que Paul, en fait, sait très bien qu'on a installé un culte qui serait à son service et qui le permettrait de prendre le pouvoir, et sa mère en joue énormément. Mais une scène où Jessica est au milieu de ses disciples et elle crée en quelques mots la folie religieuse, parce que c'est aussi ça qui m'a beaucoup touché dans ce film, c'est la finesse du traitement de la religion. Exactement. C'est que vraiment il traite le fanatisme de très très loin, et la facilité avec laquelle on peut le déclencher. Pas comme Matthew McConaughey, donc. Exactement. L'extrême opposé de Matthew McConaughey. Enfin voilà. Et puis ouais, comme tu dis Thomas, des scènes iconiques, il y en a tellement, c'est tellement sidérant. Et toi Thibaut? Je vais pas revenir sur les scènes que vous avez citées, même si je suis entièrement d'accord. Et notamment la scène de prise de parole donc de Paul devant le Conseil des Fremen. Parce que, bon, déjà, l'acting, évidemment, je pensais à ça en parlant d'acting fou, mais aussi parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point Villeneuve avait compris l'histoire, avait compris Dune, et voulait raconter cette partie de Dune que je trouve la plus intéressante. Tout à fait. À savoir la destruction du mythe du héros, du personnage providentiel. Tout Dune sert à ça. Et Frank Herbert a été dégoûté quand il a sorti justement l'intégralité du Dune avant le Messie de Dune. Il a été dégoûté de voir l'accueil que le public faisait à Paul, en continuant à l'acclamer comme le grand héros de l'histoire, alors qu'il avait tout fait pour essayer de le détruire. Donc Dune va beaucoup plus loin là-dedans. Le Messie de Dune va beaucoup plus loin dans la destruction de la figure messianique, en fait, tout simplement. Et je trouve que la scène où il prend la parole en devenant, en fait, c'est le gars, non, je veux pas que vous me vouiez un culte et compagnie. Maman, faut que t'arrêtes ça, vraiment, ça me gêne devant les copains. Et puis bam, il boit son coca qui a un petit peu tourné. Il revient, c'est un fou. Il est fou. Il est dangereux. Ça devient le grand méchant de l'histoire, en fait. Et c'est là que ça commence. Et je trouve que le film le montre merveilleusement. Donc, je voulais pas répondre du coup ça, parce que tu l'as dit. Je voulais juste préciser le pourquoi, moi je suis d'accord avec toi. Mais tout bêtement, la scène de la première chevauchée du Chayolud par Paul, elle est démentielle. Je n'ai plus respiré à partir du moment où il commence à se jeter dans le truc. Je ne respirais plus. Tout est fait pour être haletant, mais comme jamais j'avais vu quasiment une scène haletante. C'est-à-dire qu'on voit un ver qui est tellement géant qu'il refaçonne le désert en direct live devant nos yeux. Et c'est là aussi qu'on commence à avoir des effets de soulevage de sable et de poussière qui sentent un petit peu trop la CGI pour moi, mais c'est vraiment pour pinailler, attention. C'est peut-être l'effet IMAX, tu sais, méga Peut-être. Full HD qui a vraiment fait ça. Moi qui, du coup, je l'ai vu dans des conditions un peu moins vénères, Oui, même oui. si c'était de très bonne qualité, je l'ai vraiment pas ressenti. Tant mieux, franchement tant mieux, parce que ça m'a pas gâché le film, attention. Quand je parle de pinailler, c'est vraiment pour retrouver des trucs à redire. Mais cette scène, je la trouve dingue parce que il est long le moment avant que Paul puisse se tenir debout sur le verre des sables et tout ça. Il est très long et il est très éprouvant. Tu le vois être scotché sur le verre, essayer de se relever. Ça dure longtemps et j'avais mal au bras pour lui. J'avais mal partout pour lui. Tout ça, c'est incroyable. Comment il a retranscrit la sensation de vitesse, la sensation d'immensité, la sensation de te dire le mec chevauche une baleine, sauf que l'eau c'est du sable et que ça n'a pas la même résistance, quoi. Et je trouve l'image aussi poétique qu'elle n'est impressionnante, et toute la mise en scène raconte tout ça. J'ai été scotché, mais comme rarement, quoi. Aussi une incroyable galerie de personnages. Thomas, quel personnage en particulier t'a le plus marqué? Comme on disait, Jessica. L'éléphant au milieu de la pièce, finalement. Ouais, Jessica. Voilà. Parce que déjà, moi, j'aime beaucoup Rebecca Ferguson. Je trouve que, en tant que fan D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Silo,
Elle est Il incroyable. paraît, ouais. dedans. Regarde, Et même faut tout que je compte, tu lise, vois, moi je me sinon. suis refait l'intégrale des Missions Impossibles il y a pas longtemps. Elle joue dans 3 d'entre eux et je trouve qu'elle est. En fait, je trouve que Tom Cruise il dégage quelque chose et il faut quand même en vouloir quand tu es à côté de Tom Cruise pour pas passer pour un peintre. Et elle, toutes les scènes où ils sont ensemble, je trouve qu'elle tient largement le truc. Et là, clairement, c'est le pareil. Je pense que pour beaucoup, ça va être la phase 2 pour de la suite quoi de leur carrière. Ouais. Je pense que là, elle a prouvé qu'elle était capable de faire des très 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 grandes choses. Donc moi, je dirais oui quand même. Elle, après, concrètement, oui, tous ces acteurs, comme je te dis, pour lesquels j'avais pas une affection particulière, pour le coup, qui me faisaient plutôt, on va dire, ni chaud ni froid, que ce soit Timothée Chalamet, que ce soit Zendaya, que ce soit Austin Butler, voilà, là, clairement, je me suis dit que voilà, ils m'ont mis une tôle, tous, hein, pour le coup, je trouve, parce que tout le monde est habité, tout le monde est, voilà, les traits des personnages sont peut-être un peu poussés, genre Austin Butler, tu vois, il est complètement siphonné, donc effectivement, c'est peut-être un peu pousser le curseur au Oui, max. archétypal. Mais en fait, ouais. voilà. Mais il est tellement habité que c'est dingue, quoi. Même, tu vois, Stellan Skarsgård, il est, Immonde. c'est l'ultime fils de pute, quoi. Et tous, en fait, même Batista, je trouve, tu vois, il a un côté bené, mais c'est le bené méchant, quoi. Oui, Et pour le coup, il fait peur, il est dangereux, quoi. voilà, c'est ça. Et je trouve que non, tous. Donc vraiment, si on m'oblige à en sortir un, j'irais Rebecca Ferguson, qui est quand même incroyable parce que tu sais pas La sur quel. dame d'acier, quoi. Ouais. Elle est d'une dureté, C'est ça. mais Tu sais sans pas limite. sur quel pied elle veut danser. En plus, est-ce qu'elle protège son fils, est-ce qu'elle protège son ordre. Enfin, elle a voilà une espèce de d'ambiguïté dans le personnage. En fait, tu sais, quand j'aime tous ces passages, tu l'as aussi dans le 1 où elle est très douce et où d'un coup elle utilise la voix et avec, alors je sais pas trop ça en VO, mais en VF c'est vraiment bien fait. T'as d'un VO, coup ouais. le son qui gueule avec cette voix de sorcière, ou voilà, et comme le fait Paul aussi à partir du moment où il est devant le concile des Fremen. Et donc voilà, moi je dirais quand même Rebecca Ferguson si vraiment je dois choisir. Et toi, mon bon Thibaut? C'est une question difficile parce que j'allais partir de base sur Rebecca Ferguson. J'ai envie de jouer le jeu et de pas Ouais, répondre je la suis même chose d'accord, que toi parce que bon, déjà l'actrice est possédée et que ce soit dans le premier avec la scène que tu mentionnais, Paul, putain j'ai envie de t'appeler Paul, Non, pardon, tu peux m'appeler Bertrand. Paul, y a pas de souci. Non, mais c'est Bertrand en plus. Ah bah, Dans le pas premier, de la souci, scène où la appelle scène du Didier. Gomme Jabbar en fait, la scène du Gomme Jabbar. Donc voilà, et puis en plus parce que les Bene Gesserit sont de loin ce qu'il y a de plus fou et intéressant dans Dune pour moi. Tout à fait. Et Avec cette phrase incroyable à la fin, le petit dialogue mental entre Charlotte Rampling et Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson qui dit vous avez choisi le mauvais camp. Et c'est ce qui résume l'ordre en fait. Oui. Et Charlotte Rampling qui répond ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il n'y a pas de camp. voilà. Donc les Bene Gesserit, elles travaillent pour elle et pour la galaxie en même temps. Oui, c'est ça. Et puis il faut quand même préciser sans trop en dire, parce que de toute façon là je ne pourrais pas trop en dire. Mes connaissances vont s'arrêter, mais que la saga de Dune au final, elle tourne autour des Bene Gesserit. Et si le dernier tome s'appelle La Maison des Mers, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est en lien quand même avec l'ordre des Bene Gesserit de A à Z. Donc je trouve que c'est le point principal de l'histoire. Et dans l'interview que j'ai vue de Denis Villeneuve, c'est comme ça que lui a pris la saga Dune. En voulant l'adapter au cinéma, il a dit qu'il fallait faire des choix. Comme je le disais au début, c'est une adaptation, il faut choisir de quoi ça va parler. On peut pas tout faire. Et lui, il a décidé de mettre l'accent sur les Bene Gesserit. Pour lui, sa saga, elle parle principalement de ça. En tout cas, c'est par cet angle-là qu'il l'a prise. Et donc, je la trouve hyper intéressante. Maintenant, pour peut-être être un peu consensuel, j'en sais rien, Paul Atreides, pour moi, sera mon choix parce que je trouve que justement, Timothée Chalamet, il a fait tout un parcours dans ce film et il a commencé en étant Timothée Chalamet. Il y a la scène du Gomme Jabbar, avec le moment où il commence à maîtriser sa douleur dans le premier, où là, quand il relève son regard vers je me rappelle plus. Charlotte Rampling. Ouais, Charlotte Rampling, mais le nom de son personnage n'est pas cité dans le film, mais c'est Yvonne Pichard, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. non, je me rappelle plus. Elle a un nom qui sonne arabe. Ouais. Bref, ça va me saouler, je regarderai. Mais bref, il y a un moment, il relève ses yeux vers elle avec un air de défi de ça y est, ma douleur, elle passera et je vais passer outre. Et là, pour moi, Timothée Chalamet devient Paul Atreides. Et quand justement il fait son discours dans Dune 2, quand il fait son discours... C'est Gaius Hélène Moyam. Ah oui, voilà, c'est ça, merci. Pardon.
Non, mais je te remercie beaucoup. Ça me va beaucoup, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, voilà, quand il fait son discours devant le conseil des Fremen, la fameuse scène dont on a parlé, il passe de Paul Atreides à Muad'Dib à ce moment-là. Et donc, je trouve que le parcours de son personnage va avec ce que l'acteur a à donner. Et t'as l'impression qu'à chaque fois, en fait, il en avait sous la pédale, mais tu le savais pas. Et plus ça avance, plus il en montre. J'ai très très hâte de voir le futur Dune 3 qu'il faudra pas attendre avant très longtemps. Parce que Denis Villeneuve a dit que là, Dune, ça a été éprouvant et à tous les niveaux, mais hyper agréable, qu'il n'a pas envie de lâcher le truc, qu'il y aura un Dune 3, mais que d'abord, il aimerait peut-être faire un autre film et qu'il va laisser passer du temps. Oui, surtout qu'apparemment, il a dit que de toute façon, il le ferait un Dune 3 quand il aura un scénario qui tient la route. Exactement. Là, il a dit que pour le moment, le scénario était avancé, mais que de toute façon, il n'était pas fini. Un film comme Dune, avant qu'on passe de écrit à tourner, il se passe quelques temps. Donc, il faut pas s'attendre à le voir tout de suite. Mais après, on avait vu qu'il travaillait sur... on en avait parlé à l'époque de Premier Contact, sur un autre film de SF, je ne me souviens plus le nom, c'est un... Rendez-vous avec Rama, ça s'appelle, qui est un livre d'Arthur Clarke de SF qui a pas. Arthur Clarke. Ok. Voilà, j'avais lu le pitch, il me tarde de voir ça fait par lui. Et apparemment aussi, il a émis le souhait, et j'adorerais voir ça, de faire un Batman Beyond. Donc ça pourrait être absolument génial. Donc il faudrait juste que la Warner laisse les gens tranquilles avec James Gunn et ses films tout claqués, et que on fasse je pense que ça pourrait être vraiment génial. Voilà. Donc j'aimerais bien voir ça. Le voir faire quelque chose, une adaptation de quelque chose d'un peu, entre parenthèses, bien entendu, différent. Je pense que ça pourrait être cool parce que... Mais je pense que même lui, c'est ce qu'il veut. Il en a plein le cul d'aller tourner dans le désert et de se casser les couilles. Oui, voilà. Tu vas faire un truc, faire son Nolan à lui, quoi. Nolan a fait avec Batman, faire un truc comme ça, j'aimerais beaucoup voir ça. Ouais. Donc voilà. Pourquoi pas. Et toi, mon petit Bertrand? Alors, bon, je suis d'accord sur Rebecca Ferguson en premier choix. Je suis d'accord sur Timothée Chalamet en deuxième choix. Du coup, il y a deux petits personnages qui m'ont beaucoup touché. D'abord, l'incroyable apparition d'Anna Taylor-Joy. Oui. Qui... Oui. Non, justement, on en parlait dimanche avec Thomas. On a tous les deux vu la bande-annonce de Furiosa juste avant. Juste avant le film. Ça fait envie, mais la remarque que je me suis fait, c'est que, mon Dieu, elle est horrible. Elle est dégueulasse. Ah ouais, tu trouves? Et là, je la trouve horrible. Mais la voir apparaître dans le rôle de la sœur de Paul, on comprendra plus tard au film suivant l'importance du personnage. Personnage qui n'est pas présent, mais qui est déjà incarné, et la voir en petit flash comme ça, j'ai trouvé ça magnifique. Ouais, vraiment magnifique. Et un autre personnage, pardon, vas-y. Non, c'est pour rebondir après sur le personnage qu'elle va incarner. Donc vas-y. Moi, je veux bien rebondir vite fait sur Anna Taylor-Joy, parce qu'on en a parlé aussi dimanche. J'ai eu un peu l'effet inverse. C'est quand je l'ai vue. J'aime beaucoup Anna Taylor-Joy, y a pas de souci. Et quand je l'ai vue, en fait, je me suis dit, mais est-ce que maintenant c'est une obligation contractuelle dans le cinéma de la mettre dans les films? En fait, ça m'a un peu pas sorti, parce que rien ne pouvait me sortir de ce film. Mais je me suis dit, c'est bon, ils l'ont calé dans l'histoire, c'est bon, on peut passer à autre chose. Ça m'a surpris pour le coup, parce que je me suis dit, tiens, vu comment depuis le début, à chaque fois qu'ils font un personnage, ils vont chercher un acteur de ouf. Ils vont bien aller nous chercher un truc de fifou pour faire sa frangine. Ce qui après en soi est cohérent, parce que tant qu'à prendre tous les acteurs du moment, autant prendre Anya Taylor-Joy, c'est vraiment cohérent de l'avoir prise. J'ai pas de problème avec ça. Mais ça, je me suis juste dit, encore une fois, elle est là. Voilà. La Françoise Civil du cinéma américain. Exactement, c'est ça. Elle en a le talent en plus, donc c'est très bien. Ouais, et puis l'autre personnage, c'est le petit personnage de Léa Seydoux qui est quand même assez classieux, qui arrive à faire ce dont tu parlais tout à l'heure, l'explosion de voix qui commande les hommes en quelques secondes, et c'était absolument incroyable. Et après, c'est aussi pour ce que tu disais, Thibaut, c'est les choix scénaristiques, parce que ce personnage-là a un rôle quand même assez important dans les bouquins. Rôle qui est assez secondaire, parce que normalement le deuxième Kwisatz Haderach, c'est pas Feyd-Rautha, c'est le mari de cette femme-là, et ils ont réussi à garder un personnage très vite esquissé, mais que tu sens vraiment important.
on n'est pas là pour rigoler avec ce personnage-là. Et j'ai trouvé qu'elle l'incarnait en quelques scènes extrêmement bien. Vraiment, la Bene Gesserit parfaite, qui est aux ordres, qui est efficace et froide. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Oui, Voilà. et puis pour le coup, je trouve que moi je parle en tant que non connaisseur de Dune, ou en tout cas clairement pas autant que vous. Ce que je trouve bien, c'est qu'en quelques secondes, elle t'explique exactement la totalité de ce qu'est capable de faire une Bene Gesserit. Ouais, Voilà. tout à fait. En gros, tu dis qui c'est, est-ce que c'est genre une prostituée ou quelque chose comme ça au début, en fait, quand elle arrive, tu dis qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, tu te doutes bien que non, mais et très rapidement, en fait, quand elle sort donc la boîte et autres, et tu te dis ah non, en fait, d'entrée de jeu, en fait, et quand elle arrive, elle dit ok, c'est bon, c'est réglé, je suis enceinte, tout marche, voilà, le plan fonctionne. En fait, tu dis ah ouais, ok, donc tu comprends vraiment en une seconde tout ce qu'elles sont capables de faire dans leur organisation pour arriver à leur fin. Et je trouve que le personnage en ça est vraiment intéressant. Ouais, puis il y a ce truc d'appuyer le fait de pouvoir choisir pour une Bene Gesserit le sexe de l'enfant, et c'est commandé par la maison mère, en gros. Et voilà, c'est une fille, comme vous le vouliez. Je suis enceinte, C'est ça, comme parce vous que le vouliez. ça appuie une phrase du premier où Charlotte Rampling reproche justement à, Oui, ça c'est le grand truc, Rebecca justement. Ferguson, voilà, de dire et vous avez eu l'affront d'avoir eu un fist. Elle fait pas ce qu'elle veut quand même. Et en fait, là, à ce moment-là, tu comprends vraiment que voilà, toute la partie comment on dit, maternelle a vraiment c'est un choix, et même tout ce truc où elle discute avec sa fille et autres, je trouve que ça c'est assez dingue. C'est vraiment bien fait. Parce que là, c'est pareil, tu te dis que t'as arrivé à un moment où tu te dis, mais qui c'est qui est taré? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est la gamine? Qui est plus taré que l'autre et qui commande qui? Tu sais, au bout d'un moment, je trouve que pareil, c'était parfaitement écrit, ça aussi. Bah, non, mais c'est dingue. La complexité des Bene Gesserit est dingue. Et puis la relation entre la mère et la fille d'un personnage qui est pas encore là et qui ne parle pas, et pourtant on définit déjà ce personnage-là. Et justement, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que je m'interroge beaucoup sur le rôle que Denis Villeneuve a donné du coup à Alia, je crois que c'est ça. Alia, oui, tout à fait. Voilà, la sœur de Paul, pour la suite, parce que un de ses faits d'armes à Alia, si je dis pas de conneries, je dis ça un peu de mémoire, c'est tuer son grand-père, ce rôle qui a été attribué à Paul dans le film. Pour accélérer l'histoire et pour garder Alia pour la suite, je pense. Excuse-moi, je te coupe, ça me fait repenser. Alors là, putain, j'avais des frissons partout. Ou quand Timothée Chalamet, qui a pris 35 points de charisme, rentre dans la salle du trône, qui traverse et qui voit donc le baron Harkonnen, qui, on a appris peu de temps avant, est son grand-père, qui le plante comme un animal et qui lui dit tu crèves comme un animal. C'était d'une puissance et d'une violence. D'avoir ce héros vengeur là, sans concession, sans foi ni loi. Il ne doit plus rien à personne à ce moment-là. Ça en fait un personnage odieux, mais il y a quand même un petit côté cathartique un peu intéressant. Oui. Et en plus, il y a ce questionnement de ton père ne voulait pas la vengeance, il trouvait que ça avait aucun sens. Toi, tu dis quand même la vengeance, c'est quand même pour les nazes. Et puis, c'est quand même pas mal qu'il crève comme un porc. Voilà, c'est ça. Parce que c'est Harkonnen, parce que c'est un gars d'une dangerosité politique. Et là, c'est pareil, en plus, comme tu dis, ça sort de ce schéma classique parce que c'est pas un blockbuster pour moi, déjà, clairement pas. Non. Mais ça sort justement de ce schéma classique du blockbuster un peu bête et méchant où probablement le héros est beaucoup trop bon et magnanime pour l'achever. Là, non, en fait, il monte, tu sens bien que voilà, il va lui régler son compte parce que c'est pas un héros, c'est pas, il y a comme tu dis, il y a une vengeance, et je trouve que ça, c'est pareil, quand c'est brutal. Il le tue, tu dis, voilà, c'est ça. Tu dis, ah ouais, ok, il est chaud. et j'ai trouvé ça, et puis comme tu dis, après, effectivement, c'est cathartique parce que tu as quand même très, très, très envie qu'il meure, ce pauvre Vladimir, ce bon Vladoche. C'est ça, c'est Vladislas. Non. Mais non, c'est très fort. Mais du coup, voilà, je m'interroge sur que sera Alia pour la suite. Oui, bon, on va pas spoiler. On laissera les gens lire le bouquin ou évidemment attendre patiemment la suite. Ou écoutez les audiobooks. Moi, je me suis refait Dune en audiobook. Et franchement, c'était vachement bien. Ouais. D'accord. Ah ouais, c'est pas bête ça. Ah, mais c'est l'idéal. Oui, parce que moi, décision a été prise. Ils sont commandés, ils arrivent. Oh, très bien. On va s'y mettre. Quand même, là, j'avoue là. Non, ça vaut le coup. C'est parfois une lecture un petit peu abrupte parce que c'est très politique, c'est souvent très complexe, mais c'est un livre très, très politique qui compte beaucoup sur l'intelligence de son lecteur et ça fait très très plaisir. On va pas se mentir. Aïe.
Non, t'inquiète. Le tout étant que on a une saga intergalactique comme on a vu dans les films, dans les deux premiers, qu'on commence à avoir une réflexion un peu plus profonde dans les enfants et les Messies de Dune. Oui. Et qu'on touche au conte philosophique dans l'Empereur Dieu. Pour moi, Ça, la série s'arrête avec l'Empereur Dieu, qui est pour moi un des plus grands livres que j'ai jamais vu. Mais voilà, là on touche le cœur de ce que voulait, je pense, Frank Herbert, cette réflexion sur la religion, sur le fait de diriger les hommes et de les amener vers quelque chose qui est pas forcément très bon à manger. Voilà. On l'a évoqué vite fait. Hans Zimmer, on en parle. Est-ce qu'il a chopé le syndrome Hans Zimmer, genre des infras qui font et deux mélodies qui se répètent tout au long du film, ou est-ce qu'on est un peu au-dessus de ça? Thibaut. Je me suis beaucoup questionné pendant le visionnage du film sur la BO, que j'avais trouvé très oubliable dans le premier, malgré le thème que je trouve très cool et qui est ressorti vraiment à bon escient, là, cette espèce de chant, ce chant féminin très très vénère qui constitue le thème musical du film. Ouais, voilà. C'était toi qui l'avais enregistré manifestement. Exactement. Et celui-là, je trouve qu'il ressort à très très bon escient, notamment dans le 2, où on le réentend par moments, et t'es là, ouf, ouais, ça rajoute vraiment un poids à ce que je suis en train de voir, et c'est très très fort, très malin. Donc oui, mais à côté de ça, je ne retiens aucun thème de Dune. Je trouve que c'est une bonne musique d'accompagnement et d'ambiance, mais on n'est plus pour moi du tout sur le Hans Zimmer, créateur de thèmes, créateur de mélodies, créateur de tout ça. Il n'a plus cette force-là. Ça fait longtemps que je me dis ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu un Hans Zimmer qui m'a marqué l'oreille, qui a été un verre d'oreille et qui est resté en moi ou que j'ai eu besoin de réécouter. J'avais écouté la BO de Dune pour voir si je me gourais. J'ai abandonné cette écoute très vite parce qu'elle ne m'a pas happé plus que ça. Et en revanche, je ne sais pas si vous avez capté qu'il y a un petit hommage à... j'ai oublié le nom du compositeur... Johan Johansson. Johannes Johansson. Voilà, c'est ça. Il y a en fait un passage musical de Premier Contact qui est repris dans le film. Oui, qui fait tel quel. Non, pas celui-là. C'est ça, les voix de femmes. Non, pas celui-là. C'était un autre passage. Il y a un passage comme ça au début où je me suis fait la réflexion en me disant, mais ça ressemble beaucoup. Ça ressemble. Après, je crois qu'il fait appel un petit peu à ça, mais il y a un moment où, dans les sonorités, c'est un morceau de la BO de Premier Contact qui est reprise. D'accord. Voilà. Mais tu te souviens du passage? Non, je m'en souviens pas, mais en revoyant le film, je me le noterai. Non, mais je me le noterai. Non, mais ok. Voilà. Très bien. Et donc voilà mon avis. Moi, j'ai déjà donné mon avis. Alors, je suis entièrement d'accord et je souscris à absolument tout ce que tu viens de dire, Thibaut. Je trouve que la BO n'est pas inoubliable. Clairement, Hans Zimmer ne sera jamais John Williams, même s'il s'en est approché. Voilà, je pense qu'il était à son pic, il a failli l'atteindre et puis après, il est descendu doucement. À la différence que je trouve avant, sur d'autres films qu'il a pu faire précédemment, en tout cas dernièrement, c'est le travail du son globalement dans sa façon de travailler n'est pas dingue. Ça apporte vaguement. Là, je trouve qu'en fait le son, il a fait le son d'Arrakis et c'est ce que je vous disais au début. Quand le Chayulut débarque, ce genre de choses, tu as du son. Le son d'Arrakis existe grâce à lui. Après, clairement, le thème, voilà, je serais incapable de te siffler, ou même, comme on dit, le thème magnifiquement interprété par Bertrand il y a quelques instants, je ne serais pas capable de le siffloter. Mais je trouve, voilà, il a parfaitement, il a bien géré. Après, pour le coup des guitares, je pense que, en fait, il a l'habitude maintenant de travailler avec Junkie XL. Et il a pris tous ses moves en fait et il a fait une espèce de gloubi-boulga de Junkie XL voilà, maintenant il aime jouer de la gratte, il a ce studio absolument magnifique et tu sens qu'il se fait des kiffs, mais après voilà, je suis d'accord pleinement sur le fait que c'est fini, hein, Hans Zimmer. Je pense que voilà, il ne fera plus jamais de thèmes qui nous emporteront comme il a pu nous emporter il y a quelques années, même sur des films de Michael Bay ou ce genre de choses, mais là pour le coup je trouve qu'on l'a en tout cas dans sa façon de procéder et dans ce qu'il a proposé, on l'a un peu retrouvé. Pas dans la musique, mais en tout cas dans le son. En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais après, c'est peut-être une remarque de vieux con, parce que moi, les BO, j'aime ça quand je peux les écouter. Le dernier compositeur qui m'a donné envie d'écouter une BO et qui m'a fait plaisir, c'était Alexandre Astier, avec le premier Kaamelott, qui est, la BO est
une BO classique avec des thèmes, avec des développements, avec des instruments, de l'orchestration. Et Zimmer, c'est pas un compositeur de cette époque-là. Zimmer, c'est un compositeur de films, donc du coup qui ne fait que de la musique qui marche avec son film. Et ça fait très longtemps que ça a commencé avec Batman Begins, que ces BO n'ont aucun sens en dehors du film. Tu peux écouter, il y a 2 thèmes qui se répètent à l'infini et tu te fais chier. Dans le film, Même c'est le parfait thème de parce que Dark si Knight. Ah bah, Moi, le je suis thème est capable bien. d'écouter le thème de Dark Knight, il me flingue, même en Mais dehors. Je pense que c'est la après- dernière BO qui m'avait tué. Après, il sort des thèmes absolument géniaux, que ce soit Inception, le thème d'Inception est très beau, le thème de Superman Oui. est excellent aussi. Même celui Time aussi, Stay, pardon, de Oui, sur Interstellar, il a fait un gros taf, Oui, mais magnifique. tout plagié sur Philip Glass. Mais moi, Oui. je crois que l'une de ces dernières grandes BO que je peux me réécouter quasiment en intégralité, c'est celle des Pirates des Caraïbes 2 et 3. Ah Il ouais. a sorti, je pense, son meilleur taf pour moi. Ah, pour moi, c'est la ligne rouge, donc c'était il y a fort longtemps. Pour le coup, j'ai plus ce truc en tête. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas. Dans ce film-là, il a atteint du motion design du sound design à un niveau assez poussé. Et justement, on revient sur la scène du discours de Timothée, où là, franchement, il était à 2 doigts d'obtenir le bruit marron. Vraiment. Dans le premier Dune, il y avait des basses qui pétaient, qui étaient incroyables. Et là, il est allé encore plus bas. Et sincèrement, j'en avais des frissons tellement je trouvais ça d'une puissance. Mais des basses, un mélange de synthé et de contrebasse qui est vraiment absolument dément. Non, il Mais va après, chercher c'est des sûr fréquences qui collent tellement bien à ce film. Il y avait deux thèmes dans la première BO de Dune. Un qui est joué au doudouk, que j'ai dans la tête, qui ne sort plus depuis que je suis sorti du cinéma. Mais c'est sûr qu'il compose plus. Mais après, il s'est jamais caché d'être devenu une marque. C'est-à-dire qu'il a une chier de compositeurs qui travaillent pour lui et lui sélectionne, en fait. Ouais, exactement. Oui, parce qu'en soi, maintenant, en plus, c'est ça. Puis là, comme on disait, tu vois, nous, quand on cherche des VST, des synthés venant de lui ou autre, en fait, en 5 secondes, t'es capable de reproduire ce qu'il fait. En fait, il a la marque, comme tu dis, Hans Zimmer, elle existe. Il y a plus une recherche dingue. En fait, il a un cahier des charges. Tu sens qu'il a 10 trucs à cocher, il les coche, il la sort et basta, on passe à autre chose. En fait, je pense que c'est ça le truc, c'est qu'il arrive à un tel niveau qu'il s'emmerde plus. Je pense qu'il y a de ça en fait. Il doit plus s'emmerder. Il se fait juste des kiffs quand il va dans des concerts. Tu le vois, un matin concert de lui, il est sur scène, il se fait des kiffs, il joue ses thèmes classiques, il a une gratte, il est au piano, voilà. Mais je pense que voilà, il est arrivé à un niveau de zéro envie de donner du fuck quoi. Ouais. Comme peut le faire toi des énormes groupes, comme tu prends Metallica ou ce genre de choses pour parler des énormes groupes. Tu prends Metallica aujourd'hui, t'écoutes un album, tu sens qu'ils ont plus rien à donner, qu'ils font en fait voilà, on fait c'est mécanique, on fait du Metallica, on passe à autre chose. Ce qui est souvent le problème des trucs comme ça. Et en fait, lui, je pense, toi, il a cette frontière justement entre le musicien et de film et le musicien de groupe, quoi. Tu vois ce que je veux dire de musique plus standard. Vous voyez ce que je veux dire? J'arriverai pas trop. Du rock, quoi. Voilà. Et je pense qu'il a vraiment, voilà, il a cet entre-deux qui fait que, c'est Hans Zimmer, quoi. Alors, à l'actuel, je pense que n'importe qui c'est qui est Hans Zimmer. Et voilà, tu peux leur parler de moi. J'ai une passion infinie pour Steve Jablonsky. C'est plus compliqué. Il faut s'intéresser un peu au cinéma pour savoir qui est Steve Jablonsky. Alors que Hans Zimmer, je pense qu'à peu près tout le monde sait qui c'est. En l'occurrence, par exemple, tu vois quand même le mec, si on va quand même prendre un film tiré d'une marque de jouets, fais-nous une petite BO comme ça à la cool, et il a quand même sorti un thème qui est absolument démentiel. Ouais, mais lui, il fait partie des petits enfants de Hans Zimmer. Tu vois, sa BO, c'est du Hans Zimmer. Parce que je pense que le grand problème de Hans Zimmer, c'est qu'il est l'image parfaite de son époque. C'est qu'en fait, le mec a créé le cahier des charges de ce qu'est une BO actuellement. Tout simplement. La grosse basse. Voilà, la grosse basse. La grosse basse, c'est des thèmes forts qui sont joués ad nauseam, on va dire. Un petit peu. Ad nauseam. Oui, c'est ça. Et puis Marvel, c'est l'ambiance, c'est Giacchino, c'est tous ces gars-là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y en a beaucoup qui sortent de son école en plus. Hein. Oui, après ça s'entend. Et actuellement, à part Ludwig Göransson qui est capable de faire des choses surprenantes, il n'y a plus personne. Et le regretté Johan Johansson. Johan Johansson, je me confonds parce que je crois qu'il a un nom qui ressemble beaucoup au monsieur de Cult of Luna. Je voudrais pas qu'on. Non, c'est bien. Que j'embrasse très fort.
Et c'est Johannes, je crois, le chanteur Ouais. le Ouais, clavier je crois, de Cult of Luna, c'est Johannes, je crois. Il me semble. Ouais. Mais c'est bien Johan Johansson qui donc, Ouais. est malheureusement décédé, alors que Ouais, putain. j'aurais rêvé Non, d'entendre mais oui, son travail ne sur m'en tous ces parle films. pas. Oui, Parce Oui, que parce que Dune, c'était par un exemple, Johan Premier Johansson. Contact. Premier Ça devait contact, être son c'est une vidéo compositeur. que je me réécoute régulièrement. Oui, qui est ça aurait sorti dû chez être son Deutsche Grammophon. Ouais. Parce que finalement, Zimmer, oui, Johan Johansson, c'est le seul vrai disciple pour moi de Hans Zimmer, qui a pris l'essence de Zimmer et qui a réussi à en faire quelque chose de personnel. Alors que finalement, les autres, après aussi, c'est comment les films sont construits. On arrive vers un réalisateur, enfin vers un compositeur. Le réalisateur met des musiques qui ont déjà été choisies sur le montage et en gros, on demande au compositeur compose ça. Et le problème, c'est que comme Zimmer s'est tellement imposé, c'est que finalement, Zimmer, t'as ton cahier des charges, respecte-le, hein, bataille pas. Ouais. Mais Johansson, c'est un disciple de Zimmer? Tu retrouves le truc de Zimmer de faire de la texture, mais il le faisait de manière plus surprenante. Ah ouais, Il me personnel, semble je qu'il trouve a que, commencé dans la musique électronique. Oui, oui. Il ça était s'entend. finlandais et il a commencé en faisant de la musique électronique. Après, ce que tu entends par disciple, c'est juste tout ça, c'est générationnel. En Exactement. Fait, à l'heure actuelle, Oui, tu te dis, d'accord, je vais ok, faire de la ok. musique pour le cinéma, je vais faire la musique que tout le monde fait, entre parenthèses, bien entendu. À la différence que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Verre d'oreille, notamment le thème de Premier Contact, qui pour moi est l'une des meilleures vraiment qu'il ait fait, en tout cas sur celle que je connais. Et là, pour le Alors coup, qu'est-ce que je t'appelles sais le que thème de Premier Contact? le fameux quoi, celui qu'on entend. Alors non, celui qu'on Celui entend qui fait quand non, quand toutes les scènes en fait entre eux, entre les deux scientifiques. Le truc au Il y a violon, une tout ça là? espèce de- Ouais, voilà. Ah, ouais, mais c'est pas mais de c'est lui, pas ça lui. c'est Max Richter. Ah ouais, tu vois, C'est pas du tout D'accord. lui. C'est un morceau à part. D'accord, pour dire n'importe quoi. Et oui, tout à fait, parce qu'en plus, je me suis fait sachez-le, j'ai fait un blind Oui. test tout pourri sur YouTube. Et en fait, c'est un thème qui est utilisé dans un film tout pété aussi. Et c'est vrai que maintenant Alors- que tu le dis, il n'a pas été composé pour. Ouais. Je vous invite à chercher, je me rappelle plus qui c'est qui a fait cette vidéo, c'est un youtubeur spécialiste de musique qui a fait une vidéo sur où a été employé ce morceau de Ouais. Ah oui. Max Richter, qui a Richter. été employé dans près de 18 films, je crois, et une quarantaine de séries. Notamment, le dernier emploi, c'était dans la série de zombies qui est sortie l'été dernier, The Last of Us. Ah ouais, ok. Ah ouais. Dans une scène absolument sublime, un épisode qui est très bien et qui n'a rien à voir avec la narration générale. Enfin, D'accord. Je n'ai pas vu la série. Donc, du coup, ouais. Mais enfin bon. Après non, voilà. Donc j'aurais bien aimé. Après moi, j'aime ça. J'adore les basses. Ah oui, mais moi Oui, aussi, bah oui, je me me drogue aux goinfrais basses de fréquences, basses et ouais. voilà. Et là, pour le coup, je trouve que là, dans Dune, en tout cas, les basses. Et comme je vous dis, en plus, cet effet donc qui s'est créé sur l'image où il y avait tellement de vibrations que du coup, l'image s'est mise à gondoler. C'était absolument voilà, ça rajoutait. J'étais pratiquement en 4DX quoi. Ouais, le film était trop Heureusement. puissant pour la salle, je crois. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est rentré qui m'a craché au visage. J'étais en 4DX là, j'y étais. Bon, et du coup, on va faire un petit exercice Ah, pardon, Thibaut, vas-y. Non, je t'en non, prie. excuse-moi, je voudrais juste rajouter un petit truc parce Lâchez que vous une parliez caisse, excusez-moi. beaucoup de sound design en l'associant à Hans Zimmer. Je voudrais quand même faire un petit shout-out à Marc Mangini, qui est le sound designer du film, celui qui s'est occupé de faire tous les effets sonores, à mon Oui. avis, pas mal des nappes et compagnie, les effets Oui. du verre, j'avais vu passer 2-3 vidéos où il expliquait comment il avait fait certains effets, notamment l'ornithoptère, c'était assez intéressant, et le verre des sables, en fait, où il avait tout simplement fait tomber un micro dans sa gorge pendant qu'il faisait un truc comme ça. Et en fait, il y a un micro qui descend dans sa gorge et après, il a pitché le son, il l'a retravaillé à fond et ça donne le son qu'on entend pour le verre des sables, c'est sa propre gorge. D'accord. Et le mec, c'est ce genre de bruiteur absolument fou et ultra inventif qui arrive à donner une identité à n'importe quel objet que tu vas voir à l'écran avec une idée à la con à chaque fois, quoi. Donc je voulais quand même qu'on aborde le sujet de ce mec-là vite, au moins qu'on cite son Oui, nom parce qu'il est grandiose. Parce que on a souligné dans plusieurs épisodes que les doubleurs étaient des personnages importants, mais Oui. aussi on ne parle pas des sound designers qui sont une excellente démonstration de ce que c'est que le sound design. Il y a une série sur Disney+ qui s'appelle Les Sons de Star Wars. Ah oui. T'as Oui, des on parle de épisodes Ben entiers Burt. où on ne parle de rien en fait. C'est Ah. juste des épisodes entiers où tu entends des sons de Star Wars sans musique. Trop bien. C'est génial. Et c'est le travail de Ben Burt justement, Oui, qui qui est était extrêmement cool. l'homme qui a créé les sons de Star Wars, qui est l'homme qui a réussi à mettre une identité visuelle, qui fait qu'on peut entendre une image maintenant. Je pense que c'est en grande partie grâce à lui. Bon, donc, petit exercice de style. Quel est le plus gros reproche que vous pouvez faire à ce film, Thibaut? Eh ben putain, ça c'est très compliqué.
Le gros reproche que je pourrais lui faire... Ouah, c'est vraiment complexe, parce que j'avais vu ta question, j'y ai réfléchi, et j'ai vite arrêté d'y réfléchir, parce que j'étais au taf Pareil. déjà, et que ça me prenait trop d'énergie de réussir à capter, vraiment réussir à saisir tout l'esprit critique que je peux avoir. J'ai pas envie de déifier le film pour rien non plus, mais non, honnêtement, j'arrive à rien lui reprocher, même quand il va gérer une scène de baston, de la grande bataille qu'on a dans tous les blockbusters, qui va clôturer les enjeux du film à la fin. Même cette bataille-là, elle n'est pas gérée comme les autres films. Même dans son premier, il y avait une scène de bagarre. Et ben, elle était gérée avec du spectaculaire, mêlé à suffisamment de sobriété pour que ceux qui n'aiment pas les scènes de bagarre puissent quand même s'y retrouver là-dedans. Et dans le 2, la scène est d'un niveau d'épique, mais qui me brûle l'intérieur. Et pourtant, elle est traitée avec une certaine sobriété. Thomas. Ouais, mais tu vois, alors justement, moi je suis comme toi, j'ai réfléchi, on va régler le problème tout de suite. Moi, j'ai saigné Je du nez. n'ai rien à Pareil. reprocher à ce film, sachant qu'en plus je suis quelqu'un de facilement dithyrambique. Clairement, il n'y a pas une seule seconde que j'ai envie de jeter. Mais je voulais en parler. Tu sais, il y a quelques temps maintenant, j'écrivais donc sur un blog, le blog de Marvel, et il fait des chroniques de films. Et j'ai lu la chronique qu'il a écrite de Dune, et en fait, il y a un reproche qu'il fait au film. Et je l'avais lu avant de voir le film. Donc je n'ai pas lu toute la chronique, mais en fait il avait mis ce reproche en avant, qui ne spoile rien, notamment sur cette fameuse scène, en disant que il faudrait peut-être que, donc je schématise parce que je ne ressors pas précisément ces mots, mais qu'il faudrait que Denis Villeneuve se décide à faire une scène épique, qui ne sait pas faire de scène de bataille épique, où il disait s'il y avait une scène... Attends, Pardon. je suis d'accord avec toi. Où il disait que si il avait fait justement une scène de bataille épique, on aurait pu considérer Dune au niveau du Seigneur des Anneaux, notamment, avec par exemple la bataille du gouffre de Helm, en exemple. Moi justement je trouvais ça vachement bien, cette scène de fin que j'ai trouvé vraiment épique par le son et autres, et surtout par autre chose, c'est que il passe tout le film à nous expliquer que les Fremen sont des machines de guerre. Ah oui. Ils attaquent en nombre, et en plus, ils sont sur leur terrain. Donc je trouve que justement, ça ne fait qu'appuyer le fait qu'au moment où ils attaquent, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils sont chez eux, ils jouent à domicile, comme on dit, et qu'en fait... Ils viennent pour prendre les 3 ça, points, en plus. Voilà, c'est chirurgical, quoi. En fait, ils arrivent, ils font ce qu'ils ont à faire, et je trouve ça Et puis très là, bien, pour le justement. coup, les Sardaukar qu'on avait présentés comme les soldats ultimes, ils se font balayer en 30 secondes. Non, mais là, c'est ça. Oui, qui parce est fou, qu'ils quoi. en fait, ils ne font que subir le courroux des représentants d'Arrakis. Et j'ai trouvé, justement, tu vois, j'aurais pas aimé avoir... Et surtout que je me suis fait la réflexion à un moment, je me suis dit, attends, il doit rester une demi-heure, 20 minutes de film grand maximum, et il n'y a toujours pas eu la bagarre. Je me suis dit, ça va être compliqué, surtout que j'avais cette réflexion, donc de Christophe, du blog de Marvel dans la tête, en me disant, ça va être très compliqué de faire quelque chose d'épique, quoi. Et en fait, non, justement, moi je trouve qu'il a pris totalement le contre-pied en se disant non, je vais pas faire une scène de 45 minutes de bagarre qui va partir dans tous les sens, qu'on a déjà vu 100 fois. Et surtout qu'en plus, il distille, notamment dans le premier, il y a une scène où on voit les Fremen qui se battent dans une scène absolument superbe avec un plan sur rail où en fait on suit un personnage qui avance en l'attendant à tout le monde. Voilà, il s'arrête, le masque s'ouvre et c'est Paul avec les yeux bleus. Et en fait, cette scène, je me suis dit, putain, c'est ça qu'on va voir. Mais en fait, c'est vachement même parce qu'elle est distillée pendant le 1 et le 2. Et au moment où on doit avoir la bagarre, ça ne sert à rien d'avoir quelque chose qui part dans tous les sens. Elle est épique par la façon par ce qu'elle raconte, mais pas par ce qu'on voit. Mais je trouve que c'est amplement suffisant. Mais voilà. Elle est épique parce qu'il y a eu les 2 films. Parce que tous les acteurs présents, on les a caractérisés, présentés. On sait quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. Le simple fait de les voir à l'écran, c'est suffisant pour que tout soit épique. C'est ça. Et puis, je suis désolé, attaquer un palais avec des vers des sables, oui. Pardon, mais en termes d'épique, qu'est-ce qu'il faut aux gens? Je comprends plus. C'est ça. Donc voilà, pour le coup, je sais que c'est un reproche, et je l'ai lu plusieurs fois, ce reproche, que Denis Villeneuve ne savait pas faire de scène de bataille épique. Moi, je trouve qu'il fait de l'épique intelligent, juste. Mais on n'a pas l'habitude. En fait, la différence, c'est que Le Seigneur des Anneaux est un film qui est épique justement par ça, parce que c'est une montée vers cet affrontement entre le bien et le mal. C'est pas du tout le propos de Dune. Donc à aucun moment, je trouve que ça ne se justifie d'avoir une scène où t'as 10 000 Fremen face à 10 000 Sardaukar et on se court dessus, on se tape dessus. Je trouve que ça n'aurait pas de sens. Et je trouve justement que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. C'est pour ça que
beaucoup le compare, sans le comparer, mais au Seigneur des Anneaux, parce que on va dire c'est le dernier film qui a été porté au nu comme ça, en tout cas sur une saga. Mais c'est pas comparable, en tout cas sur ce point de vue-là. Pour moi, c'est pour ça. Oui, clairement, il sait faire du épique. Il l'a déjà prouvé sur ses autres films. Et là, je trouve que la scène, elle est épique par la façon dont il voulait le raconter. Il n'a pas cherché à nous esbrouffer en disant ok les gars, je vais vous en mettre plein la vue en faisant des trucs qui pètent dans tous les sens. Non, ce n'est pas le propos du film. Ce n'est pas la façon de faire des Fremen. En plus, c'est pas des bourrins les Fremen. Et en fait, ils arrivent quelque part, ils sont létals, quoi. Ils sont précis et chirurgicaux. Et je trouve ça parfait. En fait, il est juste dans la logique. Ils sont létaux Atreides. Oh. Voilà. Ils sont juste dans la logique de ce qu'ils sont depuis la première seconde du premier film. C'est ça. Et je trouve que le film est un immense hommage aux Fremen. Et ça, je ne pouvais pas être plus heureux. Vraiment. Mais voilà, pour Bertrand, je vais te laisser la parole. Mais donc du coup, je vais juste résumer vite fait. Tu ne finiras pas cette phrase, Thibaut. Le reproche, en fait, votre reproche principal du film, c'est d'être impeccable, c'est ça? Ouais. Non, mon reproche, oui, il manque 4 heures en fait. Je voudrais 4 heures de plus. Je voudrais que le 3 soit disponible tout de suite sur Netflix, en Blu-ray, et qu'on m'amène un cinéma, et j'en voudrais 8 s'il vous plaît. Oui. Voilà. Donc je t'ai coupé, Thomas, Thibaut, pardon. Non, mais moi, je voulais juste. C'est un truc que j'avais déjà dit dans ce que tu disais, Thomas, hein, mais en fait, Villeneuve fait de l'épique, mais on n'a juste pas l'habitude de voir de l'épique fait intelligemment. Ouais, c'est pas bourrin. Voilà, c'est juste pas bourrin pour envoyer des effets spéciaux et du gros spectacle. On a tout ce qu'il faut à ce niveau-là, franchement. C'est ça. Faut arrêter d'en demander plus. Surtout que la plupart du temps, dès qu'il y a une grande scène de bagarre, de bataille même, dans les blockbusters, à savoir dans quasiment tous les Marvel, le cahier des charges, c'est le dernier acte, c'est une grande bataille. Tout le monde se plaint que c'est toujours trop long, que ça raconte rien. C'est que du CGI, hein. Souvent quand tu prends, mais c'est clair. Alors attention, je dis ça en tant que fan infini d'Avengers, mais tu prends Avengers dans le Endgame, la bataille de fin, c'est une cinématique de PS5. Oui. Alors, c'est très joli. De PS2, mais ou de PS2. Mais ce que je veux dire, et là pour le coup, il fait de l'intelligent. Mais oui. Tu vois les acteurs, en fait, tu sens qu'ils sont tous. Ils sont à leur place et je trouve ça vraiment bien fait. Et comme tout le monde se plaint tout le temps en disant on en a marre de Marvel, ils font toujours la même chose. Et ben là, il fait autre chose. Profitez-en justement. Mais exactement. Je suis d'accord. Et puis, ça n'aurait aucun sens avec la direction artistique du film de balancer la même scène de baston que partout ailleurs. Que d'un coup, ce serait un non-sens total. Voilà. Mais oui. Je te dirais, mais d'où ça arrive? Pourquoi depuis le début, les mecs, c'est des gars qui sont hyper respectueux de tout, ils ont une façon de faire, dans leur façon de bouger, tout est gracieux, et d'un coup, ça devient des berserkers complètement teubés. C'est ça. C'est aussi épique que ça peut et que ça doit l'être. Voilà, pour moi. C'est ça. Bertrand. Et toi alors, ton reproche, Bertrand, mis à part le goût de ce stylo, probablement? Non, j'ai remarqué pas mal d'erreurs de montage qui m'ont sorti du film 2-3 fois. Ah ouais. Y a eu des coupures très nettes qui m'ont fait chier sur le coup, et que j'ai entendu d'autres gens qui avaient vécu la même chose. Notamment, y a tout le truc de Timothée qui dit je veux pas aller dans le désert sud parce que c'est que des gros psychopathes et je veux pas lancer cette guerre sainte. Et donc du coup, on monte cette sauce, et puis hop, il saute sur un lézard, il arrive, on sait pas pourquoi, il boit l'eau de la vie, paf, il se transforme en Kwisatz-Haderach. Et ça m'a fait chier. Et dans la bataille aussi, et c'est aussi quelque chose qui fout en l'air, je trouve, la bataille, en dehors de tout ce que vous avez dit sur le fait qu'il a traité sa bataille de manière différente, et de toute façon, il en avait fait une qui était incomparable dans le premier, de mon point de vue, mais il rentre dans le château de l'empereur, bonjour, toc toc, allez, pif, paf, pouf, boum, on est là, c'est bon, on t'a mis à bas. Pour moi, c'est arrivé trop vite, et il y a eu des cuts qui ont un peu cassé le build-up, quoi. On peut gâcher la fête, quoi. Exactement. Et il y a pas mal de coupures qui sont faites un peu à l'arrache, qui je trouve cassent la narration, parce que je pense qu'ils ont voulu par moment garder trop de détails, et à un moment fallait y aller, donc du coup les choses se sont faites trop vite. Voilà. C'était ça mon reproche. Mais notamment sur le truc de l'empereur, en fait, tu vois, je pense que c'est juste dans cette suite logique il explique parfaitement son plan en disant toi tu passes par là, moi j'y vais en frontal. Et en fait c'est juste que tu sens juste que son plan il était nickel.
au moment où il arrive devant l'empereur, c'est juste parce que voilà, son plan s'est parfaitement déroulé, limite il y allait en marchant, quoi. Et là, pour le coup, celle-ci m'a pas choqué. Maintenant que tu me le dis, pour le coup, par contre, celle de l'autre de la vie et autres, quand il décide d'aller dans le sud et autres, c'est vrai que à la limite, il change d'avis ou autre, ça, je le comprends. Mais c'est vrai que le côté, bon, ben maintenant que j'y suis, je vais quand même boire le bordel. Voilà, ça, c'est vrai que il passe quand même un film et demi à dire non, je le ferai pas, et il passe littéralement une demi-seconde à dire bon, ok, vous m'avez convaincu. Mais j'ai rien dit. Oui, mais vous m'avez quand même convaincu. Voilà. Et ça, c'est vrai que pour le coup, je peux comprendre que le cut t'ait amené cet effet-là. Je l'ai pas ressenti, mais je te vois opiner du chef, Thibaut. Bah non, j'opine pas, justement. Il dandine. dépine. Et il dépine du chef. Je dépine du chef. Non, parce que ouais, au final, ce qui fait la magie justement de ce genre de moment de revirement totaux, C'est Thomas son nom. des revirements totaux, hein, on est d'accord, hein, voilà. Parce qu'il va pas au marché acheter de la saucisse et ouais. Et de la Bref, bière. merci. C'est le pouvoir Bene Gesserit en fait, parce que on le sent venir ce truc-là. Moi, j'étais même content que ça se passe vite, parce que je me dis, si il nous colle le doute de Paul dans tout ça et que ça dure trop longtemps, ça va me faire chier. Parce qu'on a bien vu que de toute façon c'était le plan. Bon, après, quand tu connais l'histoire, en plus tu sais que ça va arriver, t'es là, t'as pas envie, qu'il se pose 1000 questions, tout ça. Mais on sait que c'était le plan, parce que Jessica le dit plutôt dans le film. Elle dit un homme va venir et il faudra qu'il boive, donc vous allez pas vous y opposer. Oui, mais il va mourir, c'est pas grave, il faut qu'il boive. Et donc au final, moi je suis content que ce soit ce qui se passe. Et on sait que quand ça se passe, de toute façon c'est prévu de longue date. C'est aussi la puissance des Bene Gesserit, c'est aussi le fait que Jessica, quand elle prend sa place là chez les Fremen, elle a son plan, tout est prévu, ça fait partie de toute la magie du truc, enfin pas la magie justement, mais toute la surpuissance de l'ordre et toute la surpuissance du personnage de Jessica. Par tout ça, vas-y Bertrand. Mais je trouve que tu glisses, tu glisses. Là, en fait, c'est pas en fait, moi, c'est pas ce que ça raconte qui me pose problème. Parce que je suis tout Oui, à c'est fait la d'accord façon avec ce que dont ça raconte. c'est C'est la façon dont ça s'est enchaîné, c'est tout. Oui, Après, d'accord, je comprends. Et bon, ben là pour le coup, moi ça m'a pas frappé, mais comme je te dis, si jamais c'est passé vite, même si j'ai plus eu aucune notion du temps. Honnêtement, en regardant Ouais, le pareil, film, moi aussi. jamais C'est dans pour ça ma que je pense vie, que ça m'a pas fait, jamais dans ma vie, Ouais. j'ai vécu 3 un heures qui sont film passées aussi aussi vite. long, aussi Ouais. rapidement. Mais vraiment Ouais, jamais. Ouais, pareil. C'est ouf. Et je crois que j'étais content en fait. Si ça s'est passé vite, je pense que ça a rendu le moment encore meilleur pour moi. Parce que j'avoue que cette phase de Paul qui doute, qui résiste, qui machin, alors que tu sais très bien, t'as vu que Jessica a prévu le coup, tu sais très bien que ça va arriver. Je me dis, ce genre de scène là où tu sais qu'un truc va arriver, mais on te fait douter le personnage jusqu'au bout, machin, ça me saoule en fait vraiment. Et je trouve que même cet écueil-là, le film l'a évité. En justement ne prenant pas son temps à cette phase-là. Et la façon dont il l'a fait, peut-être que c'est brutal et que je m'en suis pas rendu compte. Mais je pense que j'étais content que ce soit brutal, sur le coup. Mais du coup, Ah, je peux parce que comprendre. T'aimes bien quand c'est brutal. Par contre, ouais. Et du coup, en conclusion, parce qu'à un moment, il va falloir Il va conclure, les falloir, amis, parce ouais. qu'on pourrait passer 3 heures à faire des Borg-Boric, bien sûr. Oui. Quand On n'a pas même. trop fait, d'ailleurs, mais- Et du coup, en conclusion, sur une échelle de Dora l'exploratrice, le film, à 10, t'attends le 3e film à combien, Thomas? Ouais, non, mais on peut pas quantifier voilà. ces choses-là. Pouf. C'est pouf. C'est juste pouf. Je dirais pas plus. Non, pour le coup, on savait même pas, à l'époque, quand on a enregistré l'épisode des Vrais Savants, on savait même pas s'il y aurait un 2. Oui, on était Et dans on le savait truc que de si- ça vient de sortir voilà, on était dans et on sait l'expectative. pas si ça va on marcher. Voilà, on faisait la blague en se disant, si vous êtes dans le futur et que vous avez eu la chance de voir ce film, appelez-nous et prenez une machine à vager dans le temps et venez nous le dire. Et maintenant, on y est, dans cette position. Et j'ai envie de dire au Thomas et au Thibaut du passé, attendez, ça va venir et ça va être grandiose. Ouais. Maintenant, ce qui me tarde, c'est d'être dans quelques années. Voilà. On enregistrera la saison 72 de ce film est trop petit pour nous deux. On aura parlé de la totalité des films du monde et on dira, il était quand même vraiment sympa, Dune 3. Bon, par contre, c'est bizarre, Timothée Chalamet, il a 82 ans. La différence, c'est quand même chelou. Voilà. Mais non, je pense que je vais me mettre en attente comme j'aurais pu. Je sais pas. Voilà. Ce que je disais, je ne me souviens même pas la dernière fois que j'ai autant attendu un film que Dune 2. Ouais. Je suis incapable de m'en rappeler. Peut-être si. Je pense que la dernière fois, c'était pour la revanche des Sith.
où je voulais voir l'ascension de Dark Vador, la fameuse scène. Je crois que c'est la dernière fois que je suis allé, et peut-être le Avengers, qui paraît qui était un aboutissement. Ouais, exactement. Je sais pas si tu rotais ou si tu... La question était légitime. Voilà. Et voilà, je pense que dans mon histoire de cinéphile, en tout cas au cinéma, je pense que les 3 pics de ma carrière, ce sera vraiment la scène de fin que j'attendais, donc de Star Wars 3. Star Wars 3, la fin du Avengers Endgame, parce que c'était quand même l'aboutissement, et certains peuvent en témoigner. Oui. Je suis passé à ça, de tomber dans les pommes, tellement j'hyperventilais, je n'arrivais plus à respirer, ça a été vraiment... Non, moi je chiale à chaque fois que je vois cette scène, mais je chiale de j'ai galvanisation. Hein. Moi, en plus, en tant que fan de comics, c'était ce que j'attendais depuis... C'est un aboutissement de ma vie, vraiment, de ma vie, littéralement. Et pour le coup... je pense, Dune 2, c'était donc le 3. Je te laisse imaginer à quel point les années qui arrivent s'annoncent compliquées. Sur bien des points. Déjà, il va falloir gérer cette prostate parce que ça commence déjà à être impossible. Déjà, ouais. Toi, Thibaut? Non, que dire, quoi. Sur une échelle de Dora l'exploratrice à 10, je crois pas qu'il y ait d'égal parce que je suis maintenant en position de suffisamment maîtriser, on va dire, l'univers de Dune, même s'il y a encore beaucoup à faire et que je pense clairement que je vais me le relire, les livres là. Je suis dans la position parfaite mais en fait, le dernier que j'attendais comme ça, moi je crois que c'était le Retour du Roi, pour clôturer cette trilogie qui a changé et bouleversé ma vie. Je ne le dirai jamais assez, Le Seigneur des Anneaux a bouleversé ma vie on va dire de geek, mais c'est tellement réducteur. Ma vie de cinéphile, ma vie d'imaginérophile, ça a tout changé, ça a tout cassé, c'était incroyable. Et j'ai ressenti une émotion telle que, vraiment, je peux en chialer encore aujourd'hui devant ces films, c'est aucun problème. Dune est en position de faire ça, et en plus, là, je connais l'histoire à peu près. Je sais quoi attendre, j'ai déjà des espérances et il m'a montré qu'il était capable de les remplir une par une avec beaucoup d'intelligence. Donc à partir de là, je sais que j'ai le droit d'espérer avec lui. C'est peut-être plus dangereux, mais c'est pas grave. J'aime vivre dangereusement et j'attends ce film 3 comme le Messie. Oh. Et paf dans l'actu. Allez, bisous. Et toi, Bertrand? Moi, j'attends ça de ouf parce que vraiment, le Messie de Dune, je pense... Clairement, les 2 premiers tomes, c'est facile dans le sens où c'est quelque chose qui avance, qui est épique. On annonce où on va dès le départ et on y arrive et on est content et le message est intelligent, tout ça. Mais ça avance, quoi. Le Messie de Dune, ça avance pas. Le Messie de Dune, c'est de la tristesse dès le départ et tu sais que ça va mal se finir. Et donc, du coup, je sais pas comment il peut adapter ça. Vraiment, je ne vois vraiment pas comment il peut raconter ça. Ouais, ça va être intéressant parce que il y a les guerres, il y a le djihad de Paul, quoi, en gros, je crois, et tout ça. Enfin, bref, on va pas trop en dire non plus, mais c'est vrai que là, le personnage, ça va devenir très très dur, effectivement. Et puis il y a tout son background, et je suis aussi curieux, pareil, de voir comment il va gérer justement la relation Chani Paul, parce que celle qui a, rappelons-le, la right temperature. Exactement. Non, mais parce qu'en gros, là, il a donné au personnage de Chani beaucoup plus de corps et de personnalité qu'elle n'en a dans les livres où elle a tendance à être vraiment du côté de Stilgar, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Parce que c'est la fille de Stilgar. Du schisme Fremen, justement, des croyants et des non-croyants. C'est quelque chose qu'il a rajouté. C'est vachement bien, et surtout c'est un ajout qui est extrêmement intelligent et malin, cette opposition de génération, cette opposition de fanatisme à être purement concret. Exactement. Cette opposition de conservateur à révolutionnaire. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça brillant, vraiment. Et ça parle de l'époque comme c'est pas permis, parce que c'est un film qui s'intègre par ces questionnements-là tellement bien dans notre temps que c'est brillant. Et de voir quel type de personnage en plus porte la parole justement plus progressiste et révolutionnaire. C'est effectivement, comme tu disais, les jeunes, principalement des femmes en plus, dans ce qu'on voit, des femmes guerrières, tout ça. Ça dit beaucoup de trucs, je trouve ça trop bien. Et le fait que le personnage de Chani justement soit quelqu'un qui ne se laisse plus dicter tout par son homme, l'amour de sa vie, tout ça, qui n'est pas guidé par le fanatisme
et donc son amour peut être vite remis en question. Quand son mec devient un putain de despote tyrannique, elle ne suit plus du tout le mouvement. Et ça, c'est un gros changement par rapport au livre, et il décide de terminer le film là-dessus, parce qu'elle se barre, parce qu'elle est dégoûtée de ce qu'elle a vu, entendu, Et tout ça, ça. c'est énorme. C'est le dernier c'est plan, le dernier plan, en plus. c'est le dernier plan du film. Ouais, c'est le dernier plan. Hein. Exactement. Et Et sur du coup, Zendaya. je me questionne beaucoup sur ce qu'il va faire de cette relation, parce que j'ai trouvé ça très malin, très très beau, et très dans l'air du temps, et je trouve que ça raconte vachement bien notre époque. Bon, je crois qu'on a fait le tour, les amis. C'est Est-ce- pas mal, hein. Clairement pas. Parce qu'à vrai dire, on va tous retourner le voir. Oui, Oui. clairement. Mais on fera, et je propose qu'on refasse un petit épisode de revisionnage du film pour continuer à aborder de nouveaux sujets. Du coup, on va vous faire un bisou. Et puis, Ouais. comme on était dans un épisode spécial et assez unique, on va en profiter pour une fois pour vous dire quel sera le sujet du prochain épisode, le prochain film qu'on va Oui. traiter. C'est Ça Contact. sera- c'est- Ah, Wow, merde, il non, l'a bah fait. non. Putain, non, il est déjà sorti. Ah merde. Ah, mais c'était quoi du coup? Du coup, mais non, mais si, on est con. Bah oui, le prochain, dis-le Bertrand. Le prochain, c'est, vas-y, dis-le. Et bonne soirée, bisous. Allez, bisous.